Merci, bonsoir à tous. On a eu un petit peu de retard, mais comme vous l'avez vu, l'ascenseur ne contient que 5 personnes et il est lent pour monter. Donc le temps que tout le monde arrive, ça prend un petit peu de temps. Merci d'être nombreux, d'avoir bravé le froid de La Rochelle. Il y en a qui viennent de très loin. On va vous les présenter tout à l'heure avec David. Et pour ce lancement de toute la campagne pour cette année de l'Open Data sur la ville de La Rochelle et la CDA. Juste pour vous donner une petite idée de notre politique générale sur la CDA et sur la ville, on avait deux sujets d'inquiétude. D'abord, le développement des fibres optiques. 28 communes sur la CDA qui n'étaient pas équipées en fibre optique, donc il a fallu travailler d'arrache-pied depuis 2 ans pour que les fibres optiques soient déployées. Je pense que fin 2018, nous aurons terminé ce déploiement. Et maintenant, évidemment, en parallèle avec les services de la ville et de la CDA, nous avons travaillé sur les usages de ces fibres optiques. Pas le tout d'avoir des câbles dans les tuyaux, mais encore faut-il qu'ils servent à quelque chose. Et Dieu sait si les besoins sont très importants dans le domaine de la santé publique, dans le domaine du service aux citoyens, dans le domaine évidemment de l'open data dont on va parler ce soir. Je voudrais remercier très fortement les services de la ville qui ont travaillé depuis 2011 maintenant. Et Olivier Falorni, qui était déjà adjoint aux finances à l'époque et qui mettait les sous nécessaires alors qu'on ne parlait pas beaucoup d'open data pour qu'on puisse se développer et qui est avec nous ce soir. Donc je le remercie fortement de son implication de l'époque et celle qu'il a maintenant pour travailler avec nous sur tous ces sujets qui, évidemment, pour un parlementaire, sont très importants. Il y a Sylvie Guérigato qui est avec moi au COPIL TIC, qui est là ce soir aussi, qui est maire de Clavette, qui est chargée de la communication à la CDA. Vous voyez que je cite 2 personnes. Évidemment, si je continue, je vais en oublier et me faire gronder après. Mais pourquoi je cite ces 2 personnes ? C'est parce qu'en fait, ce que nous faisons ce soir, c'est de montrer qu'il y a un travail d'équipe. Les services de la CDA et de la ville sont mobilisés depuis 2 ans maintenant pour que notre territoire devienne un territoire d'excellence dans tous les domaines des nouvelles technologies. Nous travaillons étroitement avec la faculté, mais bien sûr, on vous présentera les gens la faculté de La Rochelle, bien sûr, les facs de La Rochelle. Monsieur Augier, qui était le directeur du laboratoire des nouvelles technologies, qui est maintenant président de l'université, nous a beaucoup aidé. On travaille avec eux très journellement, je dirais. Et donc, je vous rassure tout de suite, j'ai prévu de parler 1h30 seulement. Donc, ça va aller vite. Je crois que quand on est dans ce type de domaine, ça a été un peu mon métier pendant longtemps à France Télécom. On aime bien rentrer plutôt dans la technique que de faire de longs discours. Donc je vais tout de suite passer la parole à David Berthiaud, qui est le directeur des services informatiques de la ville de La Rochelle. Denis Vernemot, qui est le directeur de la CDA, doit arriver, mais je ne le vois pas encore. Il doit être sur le chemin. Mais je puis vous assurer à tous que, d'une part, notre volonté en termes de politique publique de développer les nouvelles technologies sur la CDA et la ville de La Rochelle est très important. Et le maire, M. Fontaine, que j'excuse ce soir parce vous savez que c'est la période des vœux, donc il y a beaucoup de vœux et de réunions. D'ailleurs, avec Olivier, nous allons partir dans une petite demi-heure pour aller à côté, pour un événement de la Chambre de commerce. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces affaires d'open data sont quelquefois difficiles à comprendre pour le grand public, mais une partie d'entre vous sont déjà très intéressés puisque vous êtes inscrits à cette soirée. Nous aurons d'autres événements dans l'année, un hackathon au mois de mars pour divulguer un peu toutes ces sciences nouvelles qui sont très importantes pour nos concitoyens. Voilà, David, je vais vous passer la parole pour que vous nous présentiez nos invités. Merci à vous tous. Alors rapidement, avant de... Merci, M. Larue.
Pour terminer sur les remerciements, je voulais déjà remercier aussi les intervenants qui vont avoir à se présenter juste après, de leur participation. Et puis vous remerciez vous en fait les différentes personnes donc venues aujourd'hui, parce qu'on a voulu cette conférence comme participative et contributive. Elle va s'organiser en fait en 2 temps. Il y a la conférence autour d'une table ronde, on va discuter, essayer de vulgariser un peu ces différents concepts et principes de l'open data. Et puis dans un second temps, on va avoir 2 ateliers, sur la droite, enfin ma droite et à ma gauche également. Le premier atelier, ce sera en gros pour essayer de définir avec vous quels sont les besoins des Rochelais, des institutionnels du territoire, à la fois entreprises, à la fois associations, à la fois citoyens de quelque nature que ce soit, pour essayer justement de faire émerger auprès de nous les priorités et les besoins en termes de services numériques, de contenu, qu'on pourrait derrière mettre en ligne pour nous permettre de créer des services innovants, voilà, à La Rochelle demain. Et le deuxième atelier, l'enjeu des données qu'on va libérer, c'est aussi de pouvoir les manipuler facilement et de les consulter facilement. Et donc il y a des outils à concevoir et à élaborer au fait, autour de la visualisation des données numériques. Et donc ce sera l'objet du deuxième atelier. Et c'est grâce à ce travail-là que le hackathon permettra en fait à des entreprises, à des particuliers, des étudiants de développer des prototypes informatiques qui vont derrière nous servir, et aussi d'autres collectivités à enrichir notre open data, pour lequel on va essayer de vous expliquer un petit peu toute cette démarche. Voilà. Et puis un dernier remerciement en forme de clin d'œil. On va remercier aussi Madame Axelle Lemaire, la ministre, qui s'est inspirée de l'expérience de La Rochelle, entre guillemets, pour élaborer sa loi pour une république numérique. Parce que, évidemment, même si La Rochelle était pionnier dès 2011, maintenant, c'est une obligation pour toutes les collectivités, à partir de fin 2016, de se lancer dans ce type de démarche. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreux ce soir. Il n'y a pas que à La Rochelle qu'on s'intéresse à ces phénomènes-là. Maintenant, c'est la France entière qui regarde un peu les territoires qui ont été un peu les pionniers. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi des intervenants les plus pertinents possibles, qui ont des expériences aussi à partager pour faire comprendre un peu ce phénomène. Voilà. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Monsieur Mollès. Bonsoir à toutes et à tous. Une souris. Apparemment, c'est pas... Bien, mais écoutez, voilà, pour introduire poursuivre l'introduction de cette soirée, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un temps, parce qu'on a entendu parler de données publiques, open data. Donc je ne sais pas si c'est toujours très clair pour tout le monde, puis surtout qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire un peu de pédagogie, parce que je pense qu'on a tous besoin d'abord, pour travailler ensemble, de savoir pourquoi on est là et comment on va pouvoir travailler ensemble. Donc c'est l'objet de cette table ronde. Donc encore une fois, merci à tous les intervenants qui sont ici, qui sont pour certains venus de l'autre bout de la France, et puis il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, notamment M. Chignard, qui devrait participer à cette table ronde en visioconférence. Donc Virginie, je ne sais pas si... Dans 1 minute, bon. Alors ce que je propose peut-être, c'est, en attendant que M. Chignard nous rejoigne en visioconférence, je propose aux intervenants et intervenantes de se présenter, puis peut-être d'expliquer un peu... Qu'est-ce que vous, au sein de votre organisation, parce qu'il n'y a pas que des collectivités, qu'est-ce que vous faites autour de l'open data en quelques mots, puis ensuite, bien sûr, on reviendra sur l'explication. Peut-être, Madame... Merci beaucoup. Et peut-être, Madame Vernus-Prost, commencez par les dames, si vous voulez bien vous présenter, merci. Bonsoir à tous. Alors, je voulais d'abord vous dire mon plaisir d'être parmi vous. Donc, Nathalie Vernus-Prost, Métropole de Lyon, c'est un territoire qui a été, comme La Rochelle, très volontaire dans son approche de l'open data, donc avec une vraie dynamique qui s'est instaurée sur le territoire, et on a essayé de construire, j'y reviendrai après et plus tard, certainement par rapport à vos questions également, on a essayé de construire un véritable cadre de confiance autour de la donnée, et notamment en impliquant le plus largement possible notamment les entreprises, mais aussi, et on vient ce soir pour voir comment La Rochelle s'y prend très bien pour bien impliquer les citoyens et faire de la donnée un vrai facteur de développement du territoire. Alors, juste pour soulever, donner une petite précision qui me paraît importante,
votre rôle au sein du Grand Lyon. Enfin, je sais bien que c'est une étiquette, mais quand même, je pense qu'il y a un sens dans cette définition de votre... Alors, je me retourne vers Simon Chignard parce que la métropole de Lyon a été la première collectivité à suivre l'exemple de l'État et à créer un poste d'administrateur général des données. Voilà, c'est un poste qui est très important. Henri Verdier, au niveau de l'État, l'incarne parfaitement. Et à la métropole de Lyon, on a voulu que cette volonté d'ouverture de données, de réutilisation de données, de développement économique grâce à la donnée, il soit incarné dans un poste. Et j'ai la chance, l'honneur d'avoir ce poste-là. C'est un poste qui est rattaché à une direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information à la métropole de Lyon. Voilà. Alors, on y reviendra, mais ce qui n'empêche pas, bien sûr, que vous travaillez avec d'autres services qui participent aussi à cette initiative Open Data. Oui, on y reviendra après pour savoir comment... C'est le propre de l'Open Data. On travaille tous ensemble et on est nombreux à travailler sur la donnée. Donc, je vois que Simon Chignard nous a rejoint. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, on a juste démarré, donc merci de nous rejoindre à distance. Donc, vous êtes présent parmi nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter dans un premier temps, puis ensuite on présentera les autres intervenants. Voilà. Oui, tout à fait. Simon Chignard, tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses pour ne pas être présent physiquement avec vous ce soir. Il s'avère que je navigue entre Paris, où sont situés les locaux de la mission Etalab, et Rennes, où je demeure. Et donc, Paris, Rennes, La Rochelle, ça formait un triangle qui m'était un peu compliqué de parcourir ce soir. La mission Etalab est un service du Premier ministre qui est en charge de la politique d'ouverture des données au niveau national. Nous opérons le portail data.gouv.fr, donc ça c'est notre mission initiale, et puis c'est élargi au fil du temps et depuis la création de la mission en 2011, et aujourd'hui nous travaillons à la fois sur l'ouverture des données, sur l'ouverture des modèles, puisque nous participons à l'ouverture d'un certain nombre de codes sources de l'administration. Et puis aussi, même vers l'ouverture des gouvernements, alors au sens anglo-saxon du terme, l'ouverture des process de décision, puisque nous prenons en charge la réalisation d'un certain nombre de consultations publiques et nous mettons à disposition des administrations et des ministères des outils pour leur permettre de réaliser des consultations publiques. Donc c'est vous qui collectez toutes les données des administrations de l'État ou enfin, quand vous parlez de portail, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, le rôle de la mission Etalab, c'est bien d'opérer ce portail. Donc, vous pouvez le consulter site data.gouv.fr. C'est un portail qui regroupe à peu près 20 000 jeux de données qui proviennent de 460 organisations et producteurs différents. Donc, on y retrouve bien évidemment les ministères, les services de l'État, mais aussi le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, des autorités administratives ou judiciaires de tout niveau, puisqu'on a la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la CNIL et bien d'autres dont on pourra parler ce soir. Et puis sans oublier, et je pense que c'est important, et j'y reviendrai peut-être dans ma présentation tout à l'heure, sans oublier les collectivités qui, pour un certain nombre d'entre elles, possèdent leur propre portail et lesquelles nous avons fait en sorte, avec les collectivités, que les jeux de données publiés localement soient aussi visibles au niveau national. Voilà. Donc l'ambition du portail data.gouv.fr, c'est de constituer le point d'entrée de la donnée publique ouverte, on va dire, quel que soit celui ou celle qui l'a produit. D'accord. Alors là aussi, je souligne que votre fonction, vous êtes data editor, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je serais bien en peine de vous trouver une traduction sur ma fiche de poste. Il y a un vocabulaire tout à fait de novlangue administrative qui dit que je suis chargé de mission administration et édition des données. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est l'avantage de l'anglais. Parfois, c'est qu'on dit en 2 mots ce qu'en langage administratif, on va en mettre 6 ou 7. Mais l'idée, en tout cas, c'est de s'assurer que sur ce portail data.gouv.fr, nos utilisateurs, à la fois s'y retrouvent à travers les 20 000 jeux de données qui sont mis à leur disposition, mais surtout d'être capable de leur proposer une sélection, de mettre en avant un certain nombre de jeux de données qui peuvent faire soit l'actualité. On va faire tout un travail important autour des prochaines élections, puisqu'il y a beaucoup de données qui vont être publiées autour des prochaines élections. Par exemple, la liste des parrainages des différents candidats au présidentiel. Donc de mettre en avant soit ce qui fait l'actualité, soit ce qui fait l'actualité donc nationale, soit ce qui fait l'actualité on va dire d'un point de vue de l'ouverture des données publiques, comme par exemple depuis la semaine dernière vous pourrez y trouver
la base Sirène, c'est la base identifiante de toutes les entreprises de France, et c'est une base qui est réalisée par l'INSEE et qui est tout nouvellement disponible librement et gratuitement à partir du 1er janvier dernier. Voilà, donc c'est un pas important en matière d'ouverture des données publiques au niveau national. Alors, je me permets de soulever Data Editor, administrateur général des données. Je pense que c'est significatif, et on y reviendra bien sûr dans le courant de la soirée. On s'aperçoit que finalement, ce n'est pas anodin. Il y a des métiers qui se créent, ça veut dire des spécialités. C'est reconnu par les institutions, puisque c'est un poste. Donc voilà, donc derrière, il y a aussi de l'emploi. Donc on y reviendra, mais c'est pour ça que je me suis permis de soulever ces deux points. Alors on a parlé Très bien. Donc on va vous redonner la parole dans quelques instants. Monsieur Gamry, donc si j'ai bien compris, les facultés de La Rochelle. Oui, moi je suis professeur des universités à l'Université de La Rochelle. Donc je suis un des locaux de l'étape, donc avec David autour de cette table. Donc j'enseigne à l'IUT de La Rochelle et je suis co-responsable d'une licence professionnelle sur le développement mobile. Et je suis également le directeur d'un laboratoire de recherche, donc le laboratoire des sciences du numérique à l'Université de La Rochelle, qui s'appelle le laboratoire L3I, laboratoire informatique, images et interaction, où on est une centaine de personnes, une trentaine d'enseignants-chercheurs, qui travaillons autour d'un projet commun c'est notre projet de laboratoire, donc chacun vient avec ses compétences. On a des compétences en intelligence artificielle, des compétences en génie logiciel, des compétences en gestion des connaissances issues des données, notamment. D'autres compétences également, mais tout cela reste autour d'un point commun qui est la gestion intelligente et interactive de contenu numérique. Typiquement, vous allez avoir un certain nombre de données disponibles qui peuvent être issues de l'open data, mais qui peuvent aussi être issues d'autres sources. Et nous travaillons sur comment, au mieux, donner des métriques de décision, arriver donc de la donnée à résoudre un problème et à fournir des tableaux de bord, des outils de prise de décision à partir de ces données-là. Et on s'oriente beaucoup vers ce qu'on appelle les e-services. Donc on a notre domaine scientifique, donc notre science, donc intelligence artificielle, ingénierie des connaissances pour les données. Et on a de l'autre côté, à quoi on l'applique. Et les e-services, ça va être l'e-administration par exemple, l'e-patrimoine, etc. On va y revenir voilà. dans le détail un peu plus tard. Juste pour présenter donc, le laboratoire. Voilà, donc c'est très riche apparemment. Monsieur Fekete, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jean-Daniel Fekete, je suis directeur de recherche à l'INRIA. L'INRIA c'est un institut de recherche comme le CNRS, comme l'INRA qui fait de l'agronomie. L'INRIA c'est un institut de recherche national en informatique français qui est localisé à 8 endroits en France, 2 autour de Paris, à Rennes, à Nancy, etc., Sophia Antipolis, Grenoble. Et donc, l'INRIA fait de la recherche en informatique. Et moi, mon équipe est spécialisée dans la visualisation de données, on va dire ça comme ça. Ma spécialité, c'est de prendre des données parfois très volumineuses et de les transformer en quelque chose qu'on peut voir et comprendre pour prendre des décisions. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle le big data ou... Alors, ça a à voir avec le big data, mais donc justement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et j'espère ce qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est que quand les données sont disponibles, tout le monde est très content, mais après, à un moment donné, il faut réussir à les comprendre, ces données. Parfois, on n'essaie pas de les comprendre, on essaie juste de les utiliser, mais souvent, on essaie de les comprendre. Et donc, pour les comprendre, dans notre équipe de recherche, on cherche les meilleures représentations pour comprendre ces données. Et donc, le problème du open data, c'est aussi un problème de compréhension de données. Si le citoyen veut comprendre la structure des données qu'on lui présente, comprendre la structure du budget de la ville, du budget de la région, ce sont des données qui sont complexes, qui sont difficiles, et trouver des bonnes représentations visuelles, ça facilite les choses. Donc on travaille énormément sur cette question. Et je vais dire plus simplement, on travaille sur cette question de 2 manières différentes. Une partie de notre activité est destinée à des gens qui ont des activités très spécialisées, par exemple comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous savez tous que maintenant on a des machines incroyablement sophistiquées qui nous permettent d'avoir des données sur le cerveau, mais encore faut-il comprendre ce qui s'y passe. Et après, il y a une autre activité qu'on a, qui est une activité qui est destinée au commun des mortels, c'est-à-dire pas à des grands spécialistes, mais à des gens comme moi, comme vous,
qui veulent prendre des décisions à partir de données comme l'open data. Et là, donc là, vous n'avez pas une tâche et du temps infini pour vous former, pour apprendre à utiliser des représentations bizarres. Et il faut trouver des représentations faciles à comprendre et qui vous permettent de pouvoir comprendre comment utiliser la ville, comment utiliser les données. Et donc c'est notre activité, une partie de notre activité de recherche, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, parce que je m'intéresse beaucoup à cette question et je serais content d'échanger avec vous pour voir comment améliorer votre compréhension, notre compréhension des données et mieux appréhender les données disponibles dans l'open data. Voilà. Alors on parle beaucoup de données, c'est vrai que des données, on en a partout et je pense que ce sera aussi l'objet de nos échanges. Alors ce que je propose peut-être pour vraiment mettre tout le monde, partager la même compréhension, est-ce qu'on peut, par exemple, M. Chignard, avoir une définition un peu claire, vulgarisée de l'open data, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors je vais effectivement essayer de vous présenter un petit peu l'ouverture des données publiques, puisque je pense que c'est déjà le premier pas vers une meilleure compréhension, c'est d'utiliser des termes dans notre langue. Et quand on traduit open data, on peut le traduire de plusieurs manières. On peut le traduire de la manière des données ouvertes. Donc des données ouvertes, c'est des données qui sont faciles à réutiliser. Et on peut parler aussi de l'ouverture des données publiques, qui est une deuxième traduction possible, et qui est celle de dire, en gros, c'est un mouvement qui consiste à mettre à disposition des données produites par le service public en vue de faciliter leur réutilisation par des tiers. Alors la définition est un petit peu longue, mais dans l'idée des données ouvertes, on a bien l'idée de facilité de réutilisation. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on dit facilité de réutilisation? Eh bien on cherche en gros à ce que des données qui soient produites par le service public qui, vous savez, en France, il peut être délivré par des acteurs publics ou des acteurs privés en délégation. Si Veolia gère les transports ou Keolis gère les transports dans votre ville, ils sont quand même soumis dans le cadre d'une mission de service public. Bon. Donc ça, c'est le premier point. C'est une manière de définir les choses, c'est de dire, voilà, c'est des données qui sont mises à disposition en ligne, librement, gratuitement, pour qu'on les réutilise. Alors, quand on dit données, on peut dire plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui nous intéresse dans l'univers de la donnée ouverte, c'est la donnée comme le plus petit élément possible d'information. Prenez l'image du document. Alors vous imaginez un bulletin météo. Dans un bulletin de météo, il y a plein de choses. Il y a des cartes, il y a des représentations, il y a des informations, il y a du texte, il y a plein de choses différentes. Et bien ça, on va dire, c'est la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la maison, c'est la brique qui a servi à fabriquer le mur, qui a servi à fabriquer la maison. Et cette brique, en l'occurrence, c'est la plus petite unité possible d'information. Alors par exemple, sur un bulletin météo, il y a fort à parier qu'il y ait une température. Donc, on va dire, demain, à La Rochelle, il fera 2 degrés Celsius. Voilà. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, ça, c'est une donnée. Des données. Ça, c'est une donnée. 2 degrés ça, Celsius, c'est une donnée, d'accord. Oui, et puis même les puristes vous diront que c'est 3 données, puisque c'est un degré, et puis que ça précise que c'est pas en Fahrenheit, mais bien en Celsius. Mais on va dire que c'est une donnée. Alors les données, c'est pas forcément des chiffres. Par exemple, moi qui ai juste un retour vidéo là, je peux dire que il y a une femme et 3 hommes. Ça, c'est une donnée, qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas de lunettes et une autre qui en a. Ça, c'est une autre donnée. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des chiffres, des données. Ça peut être des longueurs, des températures, des mesures, des distances, des points de localisation aussi. Donc, plein d'informations, finalement, qui jusqu'à là étaient conservées par les institutions, mais pas forcément partagées. Enfin, on a compris que ces données-là, à un moment donné, ça pouvait être intéressant de les partager. Alors vous avez dit également partager gratuitement. Exactement. Alors si vous me le permettez, justement, je voudrais juste vous faire un rapide parcours de l'ouverture des données publiques en 5 dates. Et puis ça va justement permettre de répondre aussi à votre question que vous posez. La première date, je suis remonté très loin, et vous allez voir après on va accélérer dans le temps, mais la première date c'est 1789. Parfois, quand on parle d'ouverture des données publiques, a fortiori quand on parle d'open data,
On nous parle du Royaume-Uni, on nous parle des États-Unis d'Amérique, du mémo signé par le président Obama. Donc tout ça, on s'imagine, on se dit oui, ok, ça a une racine anglo-saxonne, et en France, finalement, on fait que copier les Américains, une fois de plus, en matière de technologie ou de numérique. Eh bien non, en fait, depuis 1789, en France, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, à l'article 15, en gros, est considéré pour nous comme étant l'ancêtre de l'ouverture des données publiques, puisqu'il pose un principe qui dit, alors je vais essayer de le citer de mémoire, dans l'article 15, on nous dit que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Donc on a bien déjà cette idée de demander compte, donc demander puis rendre des comptes, donc cette idée de, non pas seulement de transparence, il faut être transparent, mais de redevabilité, voilà, j'ai le droit de demander compte. Donc ça c'est 1789, donc vous voyez, on a quand même une vraie racine historique sur ce sujet. J'avance près de 2 siècles plus tard, alors les chiffres sont les mêmes, mais ils sont juste inversés, c'est plus 1789, c'est 1978. Et en 1978, le législateur français se préoccupe du sujet des données sous 2 angles. Alors c'est très intéressant, on ne va pas le développer ce soir, mais constater qu'à quelques mois d'écart, il y a 2 lois qui sont votées au Parlement. La première, vous la connaissez par cœur, c'est la loi Informatique et Liberté. Quand je dis vous la connaissez par cœur, c'est que si vous avez déjà acheté un billet de train, ne serait-ce qu'un billet de train, vous avez bien vu forcément en bas un petit message qui vous dit qu'en vertu de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification concernant les données personnelles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la loi Informatique et Liberté, on la connaît. Elle vise à protéger la vie privée des individus. L'autre loi qui date de la même époque, il y a quelques mois après, mais qu'on connaît beaucoup moins, c'est la loi dite CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, et qui est en gros la lointaine descendante en version moderne de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc la loi CADA de 78 dit que toute personne morale ou physique, quelle que soit sa nationalité, sans aucune distinction, a le droit de demander à une administration communication des documents administratifs. Donc on a bâti dans tout un tas de pays occidentaux des corpus de lois autour du droit d'accès à l'information. Voilà. Donc ça existe dans plein de pays. Donc 1789, 1978, j'avance encore plus vite, 1995, c'est la première fois qu'on peut lire dans un document ce terme écrit d'open data. Et c'est intéressant de le mentionner puisque c'est des chercheurs, c'est le monde de la recherche scientifique qui a le premier décrit ce que devrait être une donnée ouverte. Et ce sont des chercheurs en climatologie. Vous voyez, c'est pas par hasard non plus puisque les climatologues, en l'occurrence, c'était une agence de climatologues, de recherche en climatologie américaine, qui disait les questions de climatologie concernent le monde entier et c'est quand même fort dommage qu'on ne puisse pas non seulement partager nos publications, ça c'est le long combat pour l'open access en matière scientifique, mais aussi les données qui ont permis de construire ces publications. Donc ça c'est 95, j'avance et je reviens dans notre pays en 2011. En 2011, en France, un certain nombre de villes se lancent dans l'ouverture des données publiques, rejointes par l'État. Donc ça mérite aussi d'être mentionné qu'en France, ce qui caractérise l'ouverture des données publiques, c'est que ce n'est pas qu'un mouvement de l'État vers les territoires, mais tout aussi important des territoires eux-mêmes. Et ça c'est important. Et puis je pense que la présence d'un certain nombre de collectivités ce soir le souligne bien. Donc ça c'est 2011, 2011 ouverture des données publiques, 2010-2011 dans la ville de Rennes et 2011 lancement du premier portail ouverture des données nationales data.gouv.fr et enfin ma dernière date, je vous en avais promis 5, c'est la 5e. La dernière c'est 2016, puisque 2016 marque en France un moment important qui est l'inscription formelle de l'ouverture des données publiques dans la loi. Puisque la loi pour une république numérique, donc qui a été promulguée en octobre dernier, est, on peut dire, vraiment la première loi qui inscrit ces problématiques de l'ouverture des données et de la circulation de la donnée dans la loi. Alors, juste pour vous donner un élément, mais qui me semble important, ça a été une loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a été votée très largement, puisque de mémoire, il y a eu un sénateur qui a voté contre et l'ensemble des autres parlementaires se sont prononcés pour. Donc on peut dire que ce n'est même pas un sujet qui peut faire l'objet d'un débat partisan d'un point de vue politique, puisque l'open data est vraiment privilégié
on va dire, dans la plupart des partis politiques. Donc ça, c'est un point important. Et donc cette loi, pour une république numérique, comporte tout un tas d'obligations. J'en cite juste une ou deux qui me semblent importantes. Premièrement, le principe d'ouverture par défaut. C'est-à-dire que jusqu'ici, une administration pouvait ouvrir ses données ou ne pas ouvrir ses données et puis attendre qu'on lui demande, au besoin en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, voire le tribunal administratif. Et maintenant, on a renversé la logique. Depuis cette loi, maintenant, le principe, c'est l'ouverture. Et puis, c'est plutôt les exceptions qu'il va falloir justifier. Donc, il y a tout un tas d'exceptions, bien sûr. Hein. Bien sûr, il y a une exception majeure et qui est très importante, qui est la protection de la vie privée des individus. On ne peut pas mettre en ligne des données qui sont susceptibles de vous permettre de vous réidentifier, vous, avec quelques exceptions, mais qui sont expliquées par l'intérêt général. La deuxième, c'est la sécurité des biens, des personnes du territoire et la sécurité des systèmes d'information. Donc, on a toujours ces problématiques de sécurité. Au-delà de ça, cette loi introduit donc le principe d'ouverture par défaut. Elle oblige la publication dans des formats et dans des standards ouverts. Donc ça, c'est pour permettre vraiment que tout un chacun puisse se les approprier d'un point de vue technique. Elle fait de la gratuité des données aussi le principe par défaut. Donc il y a quelques exceptions à son principe, mais elles sont véritablement très encadrées et très limitées. Et puis, elle introduit une obligation d'ouverture des données pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants. Donc, ce qui représente quand même un certain nombre de collectivités au niveau national. Et elle introduit enfin, pour finir, l'idée d'un service public de la donnée. Et le service public de la donnée repose sur une idée particulière qui est de dire, en fait, dans toutes les données qu'on a à disposition, toutes ne se valent pas. Il y en a qui ont un rôle un peu particulier, qui ont un rôle pour l'économie et la société plus fort. Ce sont les données qui servent à identifier, nommer un lieu, un produit, un service, une personne ou une chose. Donc l'exemple tout à l'heure que je vous ai cité, c'est celui de la base Sirène. Vous voyez bien que de nommer, de dénommer, de dire à une entreprise, vous avez tel numéro Sirette ou Sirène, hein, c'est un numéro unique. Ce numéro-là, il a tout un tas d'utilisations très larges. Alors ça, la base Sirène fait partie des premières données qui sont mises à disposition dans le cadre de services publics de la donnée. Mais on peut imaginer aussi la base adresse nationale, qui en fait partie aussi, puisque vous savez que d'être capable de relier une adresse, par exemple, 32 boulevard de la Roquette à Paris, dans le 12e, à un point des coordonnées géographiques du type GPS, très précis, avec XY, voilà. Et bien ça, c'est une donnée qui est fondamentale pour tout un tas de services. On estime par exemple que les courriers ou les plis qui ne sont pas délivrés chaque année en raison d'une adresse mal transcrite ou d'une erreur sur l'adresse représentent environ 300 millions d'euros chaque année de pertes dans tout un tas de zones périurbaines ou de zones rurales. Quand vous appelez secours, que vous êtes dans une ferme plus ou moins isolée et que vous appelez les secours et que vous appelez le SAMU, vous serez content que le SAMU trouve votre maison et non pas la boîte aux lettres, la boîte aux lettres pouvant se situer parfois à plusieurs centaines de mètres de votre domicile. Voilà. Donc on voit bien que ces données-là, et c'est bien inscrit dans la loi, ces données-là, elles jouent un rôle particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelées des données de référence. D'accord, alors. Voilà, donc vous voyez de 1789 à 2016, en quelques dates, les grandes avancées. Alors, quelques dates, en même temps, on se rend compte en voyant ces étapes que les choses ont tendance un peu à s'accélérer là. Parce qu'entre les deux premières dates, il y avait 200 ans et j'ai l'impression qu'entre les deux dernières, il y a quelques mois. Donc c'est un signe quand même. Donc, alors ce que je voudrais peut-être avec... Oui. Oui, mais je pense que vous avez raison, mais c'est aussi parce que on parle de sujets numériques et que parce que la société devient numérique. Enfin, je veux dire, on se rend compte tous les jours, quoi. C'est vrai. Et des données avec le numérique, on en a de plus en plus. Enfin, on va y revenir. Alors, ce que je voudrais peut-être proposer aux intervenants, parce qu'on a bien compris l'obligation d'ouvrir les données publiques. Je pense qu'il faudra un peu expliquer la donnée à des fins commerciales, donner à des entreprises et puis donner pour le service public. Quels sont les enjeux une fois qu'on a compris que les données existent et qu'il faut les proposer, y compris d'ailleurs par défaut.
Peut-être, madame, vous pouvez nous expliquer d'ailleurs pourquoi le Grand Lyon, quels sont les enjeux pour le Grand Lyon de rentrer dans cette dynamique. Alors, pour la métropole de Lyon, on a choisi de faire de la donnée un vrai catalyseur du développement économique. C'est pour nous un socle. On parlait tout à l'heure d'éléments, de base à donner. Pour nous, c'est vraiment un accélérateur de ce développement économique et c'est surtout une base pour créer ensemble, en commun, de l'innovation collaborative. Et donc la métropole de Lyon a choisi donc d'avoir vraiment une politique très volontariste d'ouverture des données. On a un portail data.grandlyon.com comme La Rochelle en dispose. Ces données, on les retrouve sur data.gouv, ce que vient de dire Simon Chignard. On appelle ça moissonnées. Je trouve que ce terme d'ailleurs est très beau et on voit bien, on ramène cette moisson. Et c'est une vraie moisson parce l'idée, c'est vraiment de créer une vraie plus-value et d'alimenter le numérique grâce à ces données. Alors la métropole, elle a une petite particularité, mais qui se retrouve dans un certain nombre de collectivités, c'est qu'on a choisi au travers de l'ouverture de la donnée, d'avoir une cible plutôt une cible économique, des acteurs économiques. L'idée, c'est de créer un vrai cadre de confiance qui va permettre à ces acteurs économiques de s'emparer de la donnée, de créer des services, d'innover. Mais tout ça, c'est bien au bénéfice du citoyen. C'est-à-dire qu'en créant des services, de l'innovation avec ces données, ces services, ils vont avoir deux impacts sur le territoire. Le premier, c'est de créer des outils au service du citoyen, mieux se déplacer, mieux connaître son territoire, connaître la qualité de l'air, connaître le bruit. On a le bruit en temps réel qui est sur la plateforme. Et cette plateforme, c'est donc un élément fondateur de ce cadre de confiance. Mais surtout, on l'accompagne d'un outil qui s'appelle le Tuba. C'est un lieu où on fait des hackathons, ce que vous allez faire sur La Rochelle. Et c'est un lieu qui va favoriser ces usages de la donnée. Donc, on crée ce cadre de confiance, des données ouvertes, un lieu où on accueille les startups, où on accueille les acteurs économiques, on accueille les citoyens, puisqu'il y a beaucoup de citoyens qui se mobilisent et qui travaillent sur ces données, qui imaginent les services. Ça va créer de l'emploi, parce qu'en créant des services, ces startups, ces citoyens qui créent, qui développent, eh bien, ils vont favoriser l'emploi sur le territoire, puisqu'ils vont créer des services, qui vont générer des entreprises. Et tout ça, ça va créer un cadre de vie qui sera plus agréable, où il y aura des emplois, donc on développera l'activité économique. Et c'est ce cercle vertueux qu'on essaye d'accélérer par ailleurs, en ouvrant davantage de données, en créant davantage de services. Donc des emplois, de l'innovation, et on va rendre le territoire encore plus attractif pour de nouvelles entreprises et de nouveaux citoyens qui vont venir s'installer sur notre territoire. Et pour nous, c'est vraiment ce cercle vertueux qui est très important à développer. Et le socle de tout ça, c'est la donnée. Voilà. Merci beaucoup. Alors avant de poursuivre, je crois que M. Chignard doit nous quitter, oui. Si j'ai bien compris. J'avais un autre engagement à 19h, je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Écoutez, je reviendrai avec plaisir à La Rochelle. Merci beaucoup pour votre intervention qui nous a éclairé. Surtout au beau jour, d'autant plus au beau jour. Vous savez, même quand il fait froid, c'est très joli, donc voilà, on en profite tous les jours de l'année. En Bretagne, donc je ne suis pas si thermodépendant que... Voilà, merci beaucoup encore une fois de votre intervention, M. Chignard. À bientôt. Alors oui, donc enjeu, on comprend bien. Enjeu, alors vous avez parlé de développement économique, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu pour les collectivités elles-mêmes, enfin pour les institutions, puisque l'information, quand elle est bien traitée, elle peut donner l'information sur sa façon de rendre le service public et, comme vous le disiez, de rendre le territoire agréable, la qualité de vie, la confiance. Ouvrir la donnée, elle a deux bénéfices. Elle a un premier bénéfice pour la donnée elle-même. Alors, je rebondis sur votre question. C'est-à-dire qu'en ouvrant la donnée, la collectivité peut se rendre compte améliorer encore la donnée qu'elle va ouvrir. Parce qu'en l'ouvrant, on peut avoir des retours sur la donnée et des retours de citoyens ou de start-up ou de développeurs qui vont utiliser la donnée ou qui vont aller simplement la consulter. Et donc, on va avoir un retour sur cette donnée. Donc, la collectivité...
elle a tout intérêt, et la loi pour une République numérique va encore accélérer tout ça, et c'est une très bonne chose, c'est vraiment une vraie opportunité. Elle va améliorer ces données en les ouvrant. Donc ça, c'est une premier point positif pour une collectivité. La deuxième, c'est que en ouvrant les données, le premier bénéficiaire, je dirais, c'est la collectivité elle-même. Parce que quel que soit le service qui ouvre ces données, quand on a des collectivités importantes ou qui sont constituées comme la métropole de 59 communes, on ne peut pas savoir forcément si tel service ou telle commune dispose d'une donnée. En l'ouvrant, on va la partager, on va la rendre visible et on va éviter de la reconstituer ou de l'acheter éventuellement ou de se poser plein de questions. On va aller la chercher et cette ouverture, elle crée une vraie efficience, une vraie mutualisation. On investit une seule fois et puis on s'en empare. Et de réutiliser ses propres données, je pense que c'est une vraie plus-value. Il y a aussi un volet qu'on soulève souvent à la métropole. Il y a un phénomène que l'on dit d'attachement-détachement. Alors pourquoi on emploie ce terme-là ? C'est que souvent un service, il va créer une donnée pour son propre métier, sa propre tâche qu'il a à mener. La direction de la propreté, elle va, par exemple, identifier toutes les fontaines à eau qui se trouvent sur le territoire parce qu'elle a besoin de ces accès à l'eau pour aller nettoyer les sols, les voiries. Eh bien, en ouvrant cette donnée-là, eh bien, elle va permettre à d'autres services de s'en emparer, des citoyens évidemment. Alors je vous parle de cet exemple-là parce que quand on a ouvert toutes les fontaines qui se situaient sur le territoire de la métropole, on a réalisé qu'en fait cette donnée-là, qui était une donnée métier, donc attachée à un outil qui l'avait générée, on l'a détachée de la direction de la propreté et elle s'est libérée et elle a révélé toute sa valeur parce que dorénavant, c'est par exemple des données qu'on utilise pour le tourisme, parce que c'est des circuits, on va retrouver des fontaines à eau, on peut aller chercher de l'eau, et puis on peut imaginer des tas de services autour de cette donnée. Donc ce phénomène on détache de l'outil qui l'a créé, ou on le détache du métier, pour l'ouvrir, ça lui donne une vraie valeur, parce que on va sûrement le réévoquer, mais le fait de libérer une donnée, c'est là où elle va vraiment révéler son potentiel économique, mais aussi social. C'est là où, en la croisant avec d'autres données, qu'elle va trouver sa valeur. Donc on a intérêt à partager ces données alors, entre services d'une organisation comme une collectivité, et j'imagine entre collectivités, par exemple, une donnée sur les transports. C'est vrai qu'elle existe au niveau du territoire de la commune. Mais c'est vrai qu'en même temps, un usager, il ne se déplace pas que sur ce territoire. Donc ça peut être intéressant en données de partager l'ensemble des données de façon à offrir des services sur l'ensemble du territoire, enfin deux territoires. Oui, ça fait partie. Alors c'est un peu atypique, c'est que la métropole de Lyon, elle a cette compétence sur l'ensemble des 59 communes. Non, mais ce qui a intérêt à travailler avec d'autres institutions, d'autres collectivités. Ce que j'allais souligner pour répondre à votre interpellation, c'est qu'effectivement, on a eu un projet qui s'appelle Optimode Lyon, qui permet d'avoir dans une application tous les modes de déplacement présents sur le territoire. On a ouvert les données de nos vélos en libre service, qui s'appellent les Véloves, évidemment des transports en commun. Simon Chignard l'évoquait, le fait que Keolis, un opérateur privé qui est délégataire de notre compétence, a ouvert des données. Donc c'est bien un acteur privé qui ouvre ces données. Et sur la métropole de Lyon, on a un peu plus de 50 jeux de données de mémoire qui sont issus des acteurs privés. Parce que l'ouverture de la donnée, elle ne doit pas forcément être sur des données uniquement publiques. C'est important pour une entreprise aussi d'ouvrir certaines de ces données. Et on a un certain nombre de nos partenaires qui ont choisi de le faire. Donc pour revenir sur ces données mobilité, donc Aéroport de Lyon ont choisi d'ouvrir leurs données. Les parkings lyonnais ont réussi à les ouvrir aussi. Tout ça, c'était à votre initiative. C'est vous qui êtes allé les voir pour dire ce serait intéressant que vous nous donniez, puis en échange, de toute façon, nous, on est dans une logique de données publiques. C'est même au-delà de l'échange, ou du bon vouloir, c'est que quand on est dans cette démarche-là, on croit en compétences ensemble. Et ça vaut pour l'économie, l'entreprise, mais ça vaut aussi pour les citoyens. C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bénéfique à cette ouverture? D'abord, ils sont ouverts, donc ça leur permet d'avoir en retour des innovations auxquelles ils n'auraient pas forcément eu accès en interne de leur propre société. Le fait de travailler ensemble, on verra, ne serait-ce que simplement travailler sur des ateliers, sur des hackathons, on imagine plein de nouvelles choses ensemble. C'est l'intelligence collective, en fait. Et bien voilà. Et là, la donnée, elle sert un peu de socle. Souvent, on fait travailler dans les enfants sur des Lego, mais aussi des adultes dans des cadres de travail pour imaginer des services. Le Lego, c'est la donnée, en fait. Et à partir de ça, on construit des choses. Donc, pour revenir à la donnée mobilité, donc, ces entreprises privées ont trouvé des bénéfices. Donc, parce qu'ils avaient affaire à ce qu'on appelle l'open innovation, imaginer ensemble des nouveaux services. Parce qu'on sait très bien qu'une personne, elle peut très bien avoir une voiture, mais certains jours vouloir prendre un vélo ou pouvoir prendre des transports en commun. L'objectif, c'était bien d'accroître l'utilisation des transports en commun, de montrer, il y a une comparaison entre les coûts d'usage de la voiture, etc. Et tout ça, ça sert aussi une politique publique qui est celle d'accroître l'usage des transports en commun. Donc là encore, on retombe sur un bénéfice de la collectivité. Donc, ces acteurs privés ont trouvé des bénéfices dans l'open innovation, dans l'acquisition de nouvelles compétences en travaillant ensemble, et puis aussi, vous parliez du fait d'ouvrir des données sur un territoire, mais on a travaillé sur un projet européen, et l'idée, c'était aussi de partager des normes de ces données qui, si on développe une application sur un territoire, il puisse être également possible sur un territoire plus grand, national, voire européen. Donc on travaille aussi sur les modèles de données, les formats de données. Donc ça, c'est aussi très important. Oui, bien sûr. Et que les données soient propres. Enfin, on va y revenir sur les aspects peut-être plus techniques. Alors, Monsieur Megamri, qu'est-ce que vous, par rapport à cette initiative dont on le voit qui effectivement vient plutôt du public, enfin, quand on a échangé avant cette conférence, vous me parliez de Smart City, comment vous voyez-vous l'évolution de ces politiques-là dans peut-être une perspective plus large, en tout cas avec vos yeux d'universitaire? Merci. En fait, quand on parle, donc la présentation qui nous a été faite au début, on parle de la notion de transparence. C'est ça qu'on a voulu faire avec l'ouverture des données, c'est que chacun avait le droit d'avoir accès à ce bien commun qui est la donnée publique. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que, de par ce que vient de dire Madame Vernoux-Proust, c'est qu'on pouvait avoir aussi de l'innovation ouverte grâce à ces données-là. Ce qui a intéressé également les opérateurs privés pour justement venir rajouter leurs données. La combinaison de l'ensemble pouvait offrir des services innovants auxquels quelqu'un, une start-up pourrait penser, un laboratoire de recherche pourrait imaginer et développer ça derrière. Un exemple que j'ai, c'est sur les transports dans la ville de Dublin, qui sont le tram, c'est une entreprise à part, le train, c'est une entreprise à part, le bus, c'est une entreprise à part, sauf que comme les trois, dont certaines sont privées, ont libéré leurs données, et quand on veut se déplacer dans la ville de Dublin, c'est très facile, on va sur un site qui a également son application mobile maintenant, on donne le point de départ, le point d'arrivée, et il nous combine une solution multimodale. Il peut même nous donner des réflexions du type « Prenez votre voiture, arrêtez-vous là, mettez-la dans tel parking, c'est pas cher », et vous calculez une somme en fonction des dates de départ, de retour. Donc, et construire comme ça des applications un peu innovantes. D'un point de vue d'un laboratoire, c'est sur cette innovation ouverte que nous, on va venir intervenir, parce que l'open data, c'est le premier pilier de ce qu'on appelle aujourd'hui les smart cities. Les smart cities ou les villes intelligentes, c'est venir offrir aux citoyens des solutions donc, pour faciliter sa vie dans la ville, tout simplement. Pour l'administration, faciliter son échange avec les administrations. Si aujourd'hui on voit qu'une ville comme Paris l'économie parisienne perd 40 milliards d'euros par an parce que les gens sont en retard au travail, parce que les gens sont en retard à des réunions, parce que les gens vont quelque part pour régler un problème administratif dans le cadre de leur travail, ils y passent 2 heures. Si on connaît combien de personnes font la queue à tel endroit dans un bureau administratif quelconque, on peut se dire que notre agenda pourrait être adaptatif et on pourrait aller à cet endroit-là à 10 heures au lieu d'y aller à 11h30 et se retrouver avec plein de personnes. Donc pareillement pour le transport. Notre agenda pourrait être complètement travaillé
de façon dynamique dans le cadre de notre travail, en nous disant à quel moment je peux me déplacer à tel endroit pour faire mes différentes missions de travail et faire des économies pour l'entreprise, par exemple. Et donc, imaginez ce type de service, ce type de nouveau service, et ben c'est ça la ville intelligente. On pourrait, ça c'était un élément complexe, on pourrait tout simplement avoir chaque jour des recommandations dès notre réveil sur notre téléphone de comment aller au travail. Aujourd'hui, il y a telle rue qui est fermée, il y a beaucoup de camions parce qu'il y a un grand bateau qui vient d'arriver, donc il y a beaucoup de camions qui quittent le port, donc la rocade, il y a un peu plus de monde. L'idéal serait de faire votre trajet comme ceci. Voire même, vous êtes réveillé par votre téléphone le matin, à une certaine heure, pour ne pas arriver en retard à votre travail, vous n'avez pas besoin de vous réveiller 15 minutes en avance et vous n'avez pas besoin d'être en retard. Donc tous ces éléments-là, c'est de l'innovation ouverte et c'est des smart cities. Et donc la réflexion que nous, chercheurs, avons, c'est de se dire quels services on pourrait offrir et de quelles données on aurait besoin. Il y a des données open data, de cartographie, de statistiques, d'historique de ce qui s'est passé dans le passé, mais on pourrait également imaginer des données qui soient générées en temps réel à travers d'objets connectés. J'entendais tout à l'heure que vous avez déployé des objets connectés, des capteurs à Lyon qui pourraient donner des informations diverses. Et donc les villes réfléchissent à déployer ce genre de capteurs et d'avoir des informations en temps réel sur le nombre de places de parking disponibles en centre-ville, où est-ce qu'elles sont disponibles, de savoir pas mal de choses sur tout ce qui se passe dans la ville. Et donc, au travers tout cela, faciliter la vie du citoyen, qui deviendra forcément dépendant du numérique, mais il gagnera du temps pour sa vie, pour son bien-être, il stressera moins au travail. Et donc, c'est ces éléments-là que ça peut apporter les Smart Cities. Et l'open data, sans l'open data, on n'arrivera même pas à la première brique de cela. Alors, au travers de ce que vous venez de dire, on voit bien que, encore une fois, on a bien compris l'histoire des données ouvertes, qu'il fallait travailler entre services, qu'il fallait travailler entre collectivités, qu'il faut travailler avec le secteur privé, les chercheurs, les universitaires, les start-up. Donc on voit bien que c'est un écosystème qui se met en route autour de cette politique de données publiques, ouvertes. Comment ça se gère, comment ça se met en place, parce que c'est une démarche qui peut prendre du temps aussi. Enfin, l'innovation, elle est sans fin, quelque part. Donc, par exemple, comment vous êtes organisé au Grand Lyon, et puis je passerai la parole à M. Berthiaud pour savoir effectivement comment vous organisez également sur la ville de La Rochelle. Alors pour la métropole de Lyon, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, on a le tube à expérience urbaine, donc le TUBA. C'est un lieu qui est à côté de la gare de la Part-Dieu, si vous connaissez la ville de Lyon. C'est un lieu très convivial et ça compte beaucoup pour imaginer des choses nouvelles, mais c'est aussi un lieu convivial parce qu'on y teste des nouveaux services. Donc c'est un espace qui est complètement ouvert, il y a un lieu pour se restaurer et on encourage en fait les citoyens à venir tester les usages, à venir imaginer de nouveaux services. On a des soirées qui sont consacrées, on a des meet-up organisés par des étudiants, donc c'est vraiment à l'initiative des étudiants. Et tout ça, en fait, ça nous permet de mieux comprendre d'abord quels sont les usages, et c'est très important parce que tout parle de là, il faut savoir ce dont l'usager, ce dont le citoyen a besoin. Et puis après, ça nous donne des pistes pour aller chercher des données qui ne seraient pas forcément encore ouvertes. Donc ça, c'est, on va dire, l'élément déclencheur. Et c'est notre rôle, donc avec cette relation aux réutilisateurs de nos données, que ce soit le citoyen via les applications, que ce soit les startups qui sont accompagnées dans ce lieu, le TUBA. Donc c'est notre rôle d'aller les écouter et de voir quelles données on peut ouvrir. Alors, comment on anime l'ouverture de cette donnée ? Eh bien, c'est par ce biais, bien écouter nos réutilisateurs, bien écouter les acteurs économiques, de quoi ils ont besoin. Il y a un deuxième levier qui est très important, c'est des projets en commun, des projets de la collectivité. Par exemple, il y a un guichet numérique qui va ouvrir. Donc, pour rendre un certain nombre de services, on va aller voir on va aller chercher toutes les données qui sont nécessaires au service. Donc ça, c'est un vrai levier, le projet. On est présent sur un certain nombre de projets européens, souvent la plupart du temps avec le monde de la recherche, évidemment. Les écoles, beaucoup.
Et donc, ça aussi, il y a souvent des fonds qui sont versés dans le cadre de ce projet. Donc, ça accélère encore, on va dire, l'intérêt et ça accélère encore la recherche de données et le fait de trouver des données pour alimenter ces projets. Donc, c'est les deux principaux leviers. Écouter les réutilisateurs, les projets avec des objectifs et donc des données à aller chercher. Et puis, il y a aussi de belles opportunités qui nous sont offertes. Voilà, une donnée qui nous est, entre guillemets, offert, un service qui a compris l'intérêt. Et on voit qu'avec la loi pour une République numérique, ça va accélérer ces opportunités-là. Parce que ça peut être une opportunité, ça sera une obligation. Donc il ne faut pas mettre de côté aussi l'opportunité. Il y a des moments où on va se dire, tiens, cette donnée, puisqu'on l'utilise fréquemment, pourquoi ne pas l'ouvrir ? Et voilà, c'est on va dire les trois volets que j'entrevois. Et après, c'est une histoire d'animation de cet écosystème. On a ce qu'on peut appeler des référents données dans certaines des communes. On a beaucoup de clusters, de laboratoires d'excellence sur la métropole. On a des filières d'excellence et tous ces milieux-là sont très habitués à travailler en réseau et donc à partager l'information et donc à partager la donnée. Donc ça, il y a un socle qui est très favorable aussi à ce volet-là. Le monde de la recherche est très présent, donc on les écoute beaucoup, on les rencontre. J'expliquais à monsieur, on a mis en place une rencontre trimestrielle où on va écouter les besoins des chercheurs. Et en tant que collectivité, c'est très important de répondre à leurs attentes. Donc on va aller chercher les données qui leur manquent dans le cadre de leur recherche. Donc c'est cette animation au quotidien, c'est une grande partie de mon activité, d'aller chercher les porteurs de données, ceux qui les réutilisent et de trouver les bons interlocuteurs pour aller chercher cette donnée. Et on a parce que bien sûr je travaille évidemment pas toute seule, on a la chance d'avoir des équipes très solides en matière d'expertise à la métropole et on va accompagner ces gens pour mettre en ligne les données, pour les publier. Et il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure qui est très important aussi, c'est qu'on va dire ce que c'est la donnée. On appelle ça les métadonnées. Et ça, c'est important parce que quand on est citoyen et qu'on recherche une donnée, il faut savoir derrière tel chiffre, ce qu'on évoquait tout à l'heure, quelle donnée, il faut savoir qu'est-ce que ça décrit en fait, comment elle est captée cette donnée, comment elle est saisie, comment elle est produite, qu'est-ce que c'est. Et donc les métadonnées, on accompagne aussi la mise en ligne de données d'une description très précise de cette donnée-là. Et puis on est très attentif pour ouvrir ces données à mettre en place des services d'accès à cette donnée, des formats qui sont accessibles par n'importe quelle machine et donc n'importe quel outil. On met en place aussi donc des formats très interopérables, ouverts. Voilà. Après, on ne rentre pas dans la technique parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'accéder à la donnée. Et donc, on a tout cet accompagnement. Donc, c'est important. Pour ouvrir des données, il faut aussi accompagner. Ça, c'est très important. Et ce qu'on fait ce soir, c'est une forme d'accompagnement. On est très attentif à ce que font les étudiants parce qu'on pense que c'est bien là qu'il faut appréhender la donnée. Et comme la métropole a également cette compétence, la compétence des conseils généraux, donc initialement, puisque vous savez que sur le territoire de la métropole, le conseil général le conseil départemental et la communauté urbaine ont fusionné. Et donc, on a dorénavant une compétence vers les collèges. Et donc, on travaille dès à présent sur 2 projets avec les collégiens pour mieux comprendre la donnée. Donc, il y a 9 collèges qui captent la donnée. Former les individus à cette question de la donnée, de savoir... Dans une semaine, je participe à un groupe de travail avec des professeurs. Parmi les 9 collèges qui sont des collèges pilotes, on va d'abord former les professeurs. Et donc, on leur fournit le matériel. La métropole a financé des capteurs, un Arduino, des outils un peu techniques pour aller capter, faire vraiment une approche du capteur. Et c'est vrai que l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est un sujet qui nous intéresse fortement. Et donc, on va dire aux collégiens aux leurs professeurs, et puis les professeurs, bien sûr, vont traduire ça dans leur collège. Donc, ça, c'est important. Et puis, on a une deuxième expérimentation avec un outil dont on a la chance de disposer à la métropole, qui est
un espace d'innovation par les usages qui s'appelle Erasme. Voilà, c'est un laboratoire interne. Donc ça aussi, c'est un levier parce qu'ils travaillent avec les collégiens et on travaille sur un projet qui s'appelle Habiter. Et habiter, c'est mieux connaître son environnement. Et dans son environnement proche, pour mieux le connaître, eh bien, il faut savoir le décrire. Et les données, elles permettent de décrire un environnement. Et donc, il y a un philosophe qui travaille avec eux, un géographe, nos équipes qui se mobilisent pour fournir des données. Voilà. Et donc, ça fait partie pour nous de quelque chose de très important pour appréhender la donnée et encourager l'ouverture. C'est vraiment là encore... C'est un mot que j'aime bien, mais le cercle vertueux, il est là aussi. Voilà, pour encourager l'ouverture de la donnée. Chacun gagne, en fait, à rentrer dans la dynamique. Alors peut-être pour compléter notre vision, puisqu'on a beaucoup mis à l'honneur les chercheurs, puisqu'on a compris que c'était grâce à eux qu'on en est là quelque part, et que l'INRIA, vous êtes quand même un peu en avance de phase. Est-ce qu'on peut avoir une idée, peut-être... rapide prospective en tout cas de finalement où est-ce que tout ça nous emmène. On a parlé, alors Internet des objets, ce serait peut-être bien de repréciser ce que ça veut dire parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'Internet des objets, mais on voit bien que ça va bien participer à cette dynamique. Ouais, je pourrais faire un panorama qui nous amènerait un peu loin parce que les capteurs maintenant sont partout et se diffusent de manière énorme. C'est quoi par exemple un capteur? Un capteur, c'est ce qui dans votre voiture permet de savoir s'il faut mettre l'ABS en marche ou pas. Et maintenant les voitures sont interconnectées, elles ont un réseau à l'intérieur. Et quand on va au garage, le garage capte tout ce qui est dans la voiture. Donc c'est pas public, bien entendu, mais ça pourrait l'être en particulier sur les voitures publiques. Et par exemple, je vois Boeing qui dit que chaque fois qu'un avion atterrit, ils ont 1 téraoctet, maintenant 2 téraoctets de données qui arrivent. Ils ne savent même pas quoi en faire parce qu'ils ont toutes les données de vol qui sont stockées. Et pour aujourd'hui, ils savent que dedans, il y a des choses intéressantes, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, il y a, la première chose à comprendre, c'est que voilà, la quantité de données captées aujourd'hui augmente de façon exponentielle, c'est la façon de voir les choses, c'est vrai. Et l'Internet des objets fait partie de cette équation. Il génère des données. Je pourrais en parler, mais c'est pas ma spécialité. Je pense qu'il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, et qui est très important, surtout c'est une réunion publique, c'est que il y a quand même un problème que ça pose, c'est que toutes les utilisations dont on a parlé aujourd'hui sont des utilisations médiées. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont produites par les organismes publics, et au milieu, quelque part, il y a un créateur d'entreprise, une start-up, qui malaxe les données et qui rend un service qui, autant que possible, rend service à des utilisateurs et peut lui faire gagner de l'argent la plupart du temps. Mais on voit bien aussi que ces données sont disponibles publiquement, mais que le grand public ne les utilise pas directement, et tous les efforts qui sont faits pour l'open data sont des efforts médiés vers les médiateurs. Alors, bien sûr, pour l'éducation, on essaye de faire comprendre aux enfants comment capter la donnée. Mais je pense qu'on parle de cette séparation des citoyens avec leur disons, organisation. Et moi, je pense que c'est un enjeu citoyen, un enjeu politique, de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces données, comprendre ces données, utiliser ces données. Parce que moi, en tant que chercheur et connaissant bien les données, j'entends tous les jours, plusieurs fois par jour, des journaux qui disent « Ah, il faudrait rendre disponible en ligne le nombre de votes blancs parce que c'est scandaleux publiquement, on n'a pas accès à ces... » Ces données sont disponibles en ligne. Si vous voulez savoir l'abstention, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls de chaque élection, vous l'avez le lendemain des élections, elle est disponible en ligne. Et j'ai fait des visualisations très intéressantes qui montrent qu'effectivement, après une élection, il y a les résultats qu'on connaît, et puis il y a les choses bizarres qui se passent pendant les élections. Par choses bizarres, je veux dire que, par exemple, pour les élections cantonales, à un certain moment, il y avait des endroits où il y avait un seul parti qui était représenté. Un seul parti, donc on pouvait choisir d'aller voter ou de ne pas aller voter, mais de toute façon, à la fin, une seule voix suffisait à faire la différence. Et bien sûr, quand on regarde des bulletins blancs à ce moment-là, on voit qu'ils explosent, que ça représente 25%, 30% des votants qui vont voter blanc, mais pas uniquement pour cela. On voit des villes où il y a des bulletins blancs à 25-30%, même s'il y a 2 ou 3 candidats. Et ça veut dire quelque chose. Et donc, quand j'entends, moi, à la radio, des gens dire « Ah, c'est fantastique, il faudrait qu'on publie ça », en fait, c'est disponible. Pourquoi le citoyen ne répond pas à France Inter en disant
Je l'ai regardé ce matin, j'ai vu les résultats, et dans ma ville, c'est scandaleux, les gens sont très, très mécontents, et ça se voit. Ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas s'approprier les données. Et donc, ce que je vois, c'est que les efforts qui sont faits sont des efforts à destination des intermédiaires commerciaux et pour faire des entreprises, et c'est très important, et vraiment, c'est essentiel. Mais je pense qu'il y a aussi ce déficit démocratique qu'on voit augmenter, et c'est extrêmement important que tous les citoyens soient capables de comprendre comment fonctionnent, comment utiliser ces données, comment comprendre ces données et comment prendre des décisions. Et aujourd'hui, les discussions qu'on entend sur les budgets, sur la politique de la ville, etc., sont des discussions qui sont bien souvent des discussions basées sur j'ai entendu X qui m'a dit quelque chose et Y a dit le contraire. Les données sont disponibles et donc pour nous, dans notre équipe, mais pour un certain nombre de personnes, et c'est un enjeu démocratique fort, faire en sorte que les gens prennent des décisions ou discutent sur des éléments tangibles en sachant où aller les chercher et comment les exploiter, c'est vraiment très important pour éviter d'avoir donc des discussions éthérées alors que les données sont disponibles. Donc je pense que ça, c'est un enjeu très important qui devient encore plus important avec la quantité énorme de données qui devient disponible, qui nous permet de pouvoir nous rendre compte, est-ce que telle maladie augmente ou est-ce que la maladie diminue? Est-ce que l'espérance de vie augmente? Est-ce qu'elle augmente partout pareil ou est-ce qu'elle diminue? Quel est l'effet des cancers, enfin, etc. Des choses qui sont des questions que tout le monde peut se poser, mais qui sont des questions individuelles. Je veux dire, ce n'est pas des questions que tout le monde va avoir. Et donc, je pense que ça, c'est un enjeu très important, que chaque citoyen se rende compte que les données sont disponibles, mais il manque un service pour les utiliser. Par exemple, sur la pollution, c'est incroyable. Les données de pollution en France sont recueillies de façon vraiment très précise et sont disponibles partout. Mais pour vous, si vous avez de la famille, si vous avez des gens qui ont des maladies, il n'y a pas de service qui vous dit, à tel moment de la journée, ne sortez pas parce qu'il y a un pic de pollution dû à la circulation. Et si vous avez tel type de maladie, ou si vous avez une personne âgée, ne la faites pas aller dans telle partie de la ville à telle heure parce que c'est dangereux. Donc il y a cette séparation entre ce qui est disponible comme données et connues et de bonne qualité, et ce que les gens pourraient attendre de ces données, mais qui n'existent pas. Et comme ça n'existe pas, et que la plupart des citoyens ne sait pas comment accéder à ces données, ne sait pas interpréter ces données, alors il n'y a pas cette demande, même si effectivement il y a ces lieux qui... Je pense que comme vous le dites et comme vous l'avez dit au travers de la démarche auprès des collèges, il y a besoin de former les futurs individus et encore plus les jeunes, puisque effectivement ils vont vivre pleinement dans ce qu'on appelle l'économie de la donnée, c'est-à-dire que des données, comme vous l'avez dit, on va en avoir beaucoup. Et c'est de comprendre d'abord à quoi elle peut servir et quel est l'intérêt pour chacun d'ailleurs de disposer de ces données. On a parlé de données pour le transport, mais ça peut être aussi de sa façon de gérer l'énergie, enfin dans son habitation, de faire des économies d'énergie, etc. C'est plein d'informations qui peuvent finalement vraiment aider chacun à mieux vivre au quotidien. C'est même plus critique, par exemple à l'hôpital, si vous allez voir un médecin et que vous avez une maladie qui est diagnostiquée, tout le monde pose la question, qu'est-ce qui va m'arriver ? En réalité, les médecins ne répondent pas à cette question, parce que cette réponse, elle est très compliquée. Mais les données sont là, c'est-à-dire que parmi tous les gens qui ont eu votre profil et qui ont eu ce diagnostic, voilà comment ça s'est séparé. 20% n'a pas eu de séquelles, a guéri sans problème, 15%... Tout ça est parfaitement stocké, parfaitement disponible, et c'est la réponse à la question. Je veux dire par là que la question est complexe, et la réponse est complexe, mais les données sont là. Mais aujourd'hui, c'est offert par aucun service, et je pense que c'est très important, parce que quand l'information vous arrive, vous avez telle maladie grave, la question qui vient tout de suite, est qu'est-ce qui va m'arriver ? Et cette réponse, elle est dans les données, mais elle n'est pas offerte parce que c'est trop compliqué, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de service qui le rend. Donc je pense que c'est vraiment important pour tout le monde ici, d'avoir la connaissance que ces données existent, on peut répondre à ces questions. Cette réponse, elle n'est pas forcément triviale, mais il faut que chacun d'entre nous s'empare de cette question et dise on veut ces services, on veut ces réponses, on veut ces informations. Et on l'a bien compris, ces démarches-là, même si elles sont portées par les collectivités ou les institutions et les entreprises, on a besoin à un moment donné d'avoir le retour de l'usager, parce que des données, vous l'avez dit, il y en a beaucoup, et quelles sont celles qui sont vraiment utiles, quelles sont celles qui apportent vraiment un service à l'usager, c'est important d'avoir un retour finalement de l'usager. Alors, Monsieur Berthiaud, donc j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour vous laisser poser des questions, pour qu'on ne monopolise pas trop la parole, puisqu'on est dans une logique de co-construction. Donc là, on voit bien qu'il y a pas mal de politiques
qui se lance. La Rochelle donc, est comme souvent précurseur sur ces sujets-là. Quelle est donc la politique de La Rochelle par rapport à ça? Comment vous voyez la mise en place de cette politique dont ce soir illustre bien votre volonté d'associer un maximum de personnes, d'entités? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est quelque part ce qu'on peut avoir à offrir, nous, les collectivités, en matière de données. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de données, on parle beaucoup de services à l'usager, donc le service fini, quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités produisent beaucoup de données, notamment les communes. Donc je vais parler des communes parce que c'est évidemment là où je travaille. Et là, évidemment, on produit aussi beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, c'est là où il faut faire une différence entre la donnée et l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a à offrir dans les open data, c'est des données. Donc des données brutes qui n'ont pas été retravaillées, qui n'ont pas été interprétées. Parce qu'évidemment, si on livre une information et qu'elle a déjà été quelque part interprétée sous la forme d'un graphique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exploitable. C'est-à-dire qu'elle a déjà un prisme, un regard. Donc l'information qu'on libère dans les sites open data, c'est vraiment des données brutes qui sont vraiment extraites de nos systèmes d'information, sur lesquels je vais un petit peu revenir, et on ne les retravaille pas du tout. Je vais prendre l'exemple du budget. Un budget d'une collectivité, si vous allez sur le site internet de la ville de La Rochelle, vous trouverez des jolis camemberts en présentant les parts de budget sur chaque secteur. Ça, c'est une information. C'est-à-dire qu'on s'est servi d'une donnée brute issue du budget. Donc on a extrait une information, plutôt extrait une donnée de l'application comptable extrêmement normée, etc., etc. Puis on en a traité et fabriqué une information qui peut facilement être lue et comprise. Et aujourd'hui, le but de l'open data, c'est pas de produire de l'information. Ça, les sites internet le font très bien. Donc c'est vraiment de produire de la donnée brute. Et l'objectif, c'est bien la réutilisation. C'est pas l'information. C'est chacun va pouvoir interpréter la donnée, avoir un regard, une compétence dessus pour lui faire dire quelque chose que quelqu'un d'autre ne dira pas forcément. Donc ça, c'est un point extrêmement important. L'autre point, c'est qu'en tant que collectivité, donc c'est valable pour la mairie de La Rochelle, mais encore pour Lyon et encore ailleurs, on a beaucoup de métiers. À La Rochelle, c'est plus de 300 métiers différents. Donc métier, c'est le comptable, le gestionnaire de carrière au niveau des ressources humaines, c'est celui qui est garagiste au garage, c'est le menuisier. Chaque métier a un logiciel pour travailler. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et donc il va saisir des informations dans ce logiciel, donc qui est lié ou pas à un service public. Et finalement, c'est toute cette information qu'on collecte dans nos missions de service public ou dans nos missions internes, qui sont dans des bases de données, dans des logiciels. Et c'est ces données-là qu'on va aller extraire pour ensuite les publier sur Internet et les livrer quelque part dans des sites qu'on appelle des sites open data pour permettre des réutilisations. Donc on a des données temps réel, on a des données qui sont à télécharger. Et là où la difficulté, souvent, c'était une démarche plutôt geek par le passé. Quand on a été, nous, lancé dans cette démarche avec d'autres en 2011-2012, c'était plutôt une démarche geek et plutôt technique. Et évidemment, on a plutôt ciblé les réutilisateurs plutôt professionnels que les usagers. Or, c'est là où on est en train de changer un peu de paradigme. On est vraiment sur, aujourd'hui, un levier de compréhension et de débat démocratique sur la donnée. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu, aujourd'hui, de la loi d'Axel Lemaire sur une république numérique. Et aujourd'hui, on est justement en train de travailler sur l'accompagnement et la vulgarisation de ces concepts pour faire prendre conscience aux citoyens que nous, on a tellement de données dans nos systèmes d'information, tellement on a de métiers, on ne peut pas non plus tout libérer du jour au lendemain. Il faut bien prioriser, il faut bien savoir ce qui peut être pertinent ou pas. Donc on va chercher à identifier quelque part un peu des pépites, ce qu'on appelle des pépites, des gisements de données qui sont importants et utiles. On parlait de données de transport, mais il y en a plein d'autres, sur le tourisme, sur plein de choses, pour savoir ce qui intéresse à la fois l'usager, ce qui peut aussi intéresser le professionnel. Et là, c'est tout l'enjeu en fait, de aussi ces conférences-là et de ce débat-là, et notamment des ateliers après. Ça va être d'arriver finalement à identifier les besoins de chaque acteur, et puis ensuite, nous, d'avoir une ligne de conduite, une feuille de route qui va nous permettre progressivement de contenter chaque acteur. Je vais prendre quelques exemples. Alors je répète souvent, alors je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent un peu, donc je vais faire un peu de redite, mais c'est pas grave, ce sera pour les autres. L'exemple un peu que je resserre souvent, c'est l'exemple en fait des données du stationnement, donc des parkings en ouvrage à La Rochelle. On a des parkings en ouvrage un peu partout dans la ville. Et du jour au lendemain, donc c'était l'année dernière dans l'été, on a libéré sur le site internet, donc le site Open Data, les données en temps réel des places de stationnement disponibles sur ces parkings en ouvrage. Avant, pour savoir s'il y avait des places, il fallait se rendre au parking avec sa voiture et puis regarder la pancarte pour voir s'il y avait des places et rentrer ou pas. Là, aujourd'hui, à partir du moment où on a libéré cette donnée-là, un mois après, un usager, un particulier, avait développé une application mobile qui a intégré les données temps réel de ces parkings
et qui a permis derrière d'être téléchargé, diffusé partout. C'est l'application, je crois, la plus téléchargée au niveau local et qui permet à n'importe quel citoyen, touriste, etc., de savoir un peu aller dans quel parking pour s'y rendre. Après, il a agrégé d'autres flux de données. Il a mis des cartes pour localiser les parkings. Il a fait un petit calcul. Donc, il a agrégé encore d'autres données un petit peu d'ailleurs et ça a créé une application concrète. D'autres exemples, ça c'est des données qu'on s'apprête à libérer très prochainement à La Rochelle, aussi qui nous ont été demandées par certains usagers, c'est de publier les menus de la cantine. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, pour rechercher les menus de la cantine de son enfant, moi je suis parent, j'ai des enfants donc à La Rochelle, il faut aller sur le site de la ville, le site internet, il faut télécharger un PDF, lire, etc. etc. C'est un peu contraignant, pour pas dire chiant. Parce qu'il faut des fois le faire toujours. Moi, j'ai un fils en plus qui est allergique, donc je dois préparer les repas le soir pour machin. Donc c'est un peu voilà. Et donc il faut chercher où il y a des allergènes, machin, etc. Et donc si j'avais l'information tout de suite sur mon smartphone, ce serait quand même plus simple. Donc alors c'est pas moi qui ai priorisé le jeu de données, j'aurais été un peu jugé parti. C'est des usagers qui l'ont fait remonter ça. On a structuré, il n'y avait pas d'application métier, il n'y avait pas de logiciel métier pour gérer cette donnée-là. C'est-à-dire que c'était géré de manière un peu bureautique, on va dire ça comme ça, avec du Word, machin, etc. Donc on a créé une base de données, un logiciel pour gérer les menus. Et derrière, on va libérer cette information sur Internet dans les prochaines semaines, avec les allergènes associés à chaque aliment, avec potentiellement au niveau nutritionnel, la composition nutritionnelle des différents aliments. Une fois qu'on aura un historique aussi suffisant, parce que l'open data, c'est peu qu'être de la donnée torrelle, on met dedans des historiques, et demain, on pourra faire des historiques sur comment sont nourris les enfants à La Rochelle aussi, dans les cantines, et voir si on respecte la nutrition avec du bio, avec du machin, je sais pas quoi. Donc voilà, après les usages, on peut les démultiplier. L'instantané, il y a de l'usage rétrospectif, et c'est pour ça que l'open data intéresse l'usager, l'entreprise, le data journaliste, parce qu'on a des journalistes aussi qui récupèrent beaucoup de données. Voilà, on a des étudiants, des chercheurs. Donc il y a tous ces acteurs-là qu'il faut derrière écouter. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'écouter pour ensuite arriver à les satisfaire. Et évidemment, il y a des notions d'attractivité de territoire, de dynamisme, de création de services numériques qui sont extrêmement importants. Mais aujourd'hui, on voit tout ce qui est autour du débat démocratique. La transparence de l'action publique prend encore plus le dessus. Là, on y croit vraiment. Et je pense que la loi pour une république numérique, qui vient justement d'institutionnaliser la libération des données dans toutes les collectivités, c'est une loi qui va, je pense, autant compter que les lois informatiques et liberté 78. Toutes les collectivités de plus de 3500 habitants et 50 agents. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qui représente déjà beaucoup de... Beaucoup, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va pas monopoliser la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser une question aux intervenants ou intervenir, enfin contribuer? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que l'open data, pour vous, ça vous parle un peu plus? Vous voyez à peu près qui sont les acteurs, comment ça s'organise? Enfin, on le voit bien que finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est très motivant. Enfin, moi, j'ai envie d'être jeune universitaire ou dans une start-up pour me lancer dans l'aventure et puis imaginer des services. Oui, monsieur. Oui, quelle est la place de... Pouvez-vous présenter 2 minutes, s'il vous plaît, oui, avant Michel Rollo, je suis un habitant de La Rochelle. Quelle est la place de la normalisation des données pour qu'elles soient exploitables? Parce que je pensais notamment aux remarques de monsieur sur le monde médical. S'il y a à peu près autant de logiciels que d'hôpitaux pour collecter les informations sur les patients, c'est un peu difficile d'en tirer des statistiques. Donc, quelle est la place de la normalisation de la forme des données? Je vais répondre en partie. C'est essentiel. C'est une question que vous posez, c'est essentiel. Alors, quand on publie un jeu de données à la métropole de Lyon, on fait en sorte qu'on notre travail, c'est justement de prendre la donnée brute et de la proposer sur la plateforme dans un format qui est lisible, qui est réutilisable, donc ce sont des formats standardisés. Voilà. Ce sont ceux qui sont le plus souvent utilisés, et donc il y a des normes. Maintenant, il y a beaucoup de travail à mener sur des structurations identiques de données. Et ça, on est investi sur ce volet-là. On a un certain nombre de collectivités à travailler ensemble parce qu'on l'a évoqué, il y a des nouvelles données, notamment l'énergie.
effectivement, la santé, ça fait partie vraiment des axes stratégiques et pour lesquels la métropole s'est investie pour travailler sur ces structurations de données, ces normalisations, parce qu'on peut effectivement travailler pour qu'on ait ces formats qui soient standardisés, interopérables, non propriétaires, etc. Mais la donnée brute initiale, c'est important qu'elle soit structurée au niveau européen, voire mondial, de la même manière. Donc il y a des groupes de travail au niveau de la Commission européenne qui travaillent beaucoup sur les données de la mobilité. Donc on a évoqué les données de l'énergie, on est très investi. Et les données santé, c'est tout ce volet santé, sociale, solidarité qui fait aussi partie des axes majeurs pour la métropole de Lyon. Et donc on est très investi là-dessus. C'est un élément essentiel. Pour compléter le propos de Nathalie, il y a des groupes de travail qui sont, enfin, La Rochelle comme Lyon fait partie d'une association qu'on appelle Open Data France, qui est d'ailleurs partenaire de l'événement, qui aide les collectivités déjà françaises à travailler sur de la normalisation. Parce que c'est vrai qu'on a tous finalement à peu près les mêmes compétences, mais comme il y a des clochers dans chaque village, on a chacun, ou avec un prestataire local qui s'est un peu emparé des données. On a tous notre application de mobilité qui va faire du calcul itinéraire un peu de la même façon, mais quand même un peu différemment, ou pour les personnes en situation de mobilité réduite, etc. etc. Et c'est qu'aujourd'hui, les applications ne sont pas toujours transposables, les services ne sont pas toujours transposables d'un open data à un autre, donc d'une collectivité à un autre. Donc c'est vrai que c'est un peu du gaspillage quelque part d'énergie, même si ça crée de l'attractivité quand même et du développement au niveau territorial local. Il faut pouvoir arriver à ce qu'une application qui fonctionne à La Rochelle puisse fonctionner à Lyon et vice-versa. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur la structuration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour revenir un peu sur nos outils, un peu d'où viennent les données, de nos logiciels, tant qu'ils ne seront pas un peu structurés aussi de la même façon, ça peut être compliqué. Alors, en termes de comptabilité, on a une comptabilité dans les collectivités très normée. La comptabilité publique, c'est carré, donc là, on arrive à peu près à avoir les mêmes choses. Mais dans tous les autres domaines, c'est un peu compliqué. Et c'est là où il faut s'entendre. Il y a un gros travail à faire, tout à fait. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura des référentiels, comme on a référentiel général de sécurité. Ce qui a été évoqué par Simon Chignard, voilà, les données de référence. Oui. Juste pour ajouter, j'ai lu tout dernièrement qu'il y a donc un des inventeurs du web, Monsieur Berners-Lee, qui est en train de lancer un projet qui de mémoire s'appelle Solid avec le MIT, donc voilà, une institution prestigieuse, sur le fait que les données, notamment personnelles, soient bien distinctes de l'outil qui... c'est une question que je voulais poser, parce que c'est vrai que là, on parle de données médicales, etc. Ouais. À un moment donné... Et donc, cette distinction, en tant que collectivité aussi, on a... Notre rôle, c'est d'obliger nos prestataires, nos partenaires, à faire en sorte que ces données, alors on appelle ça la réversibilité, il y a plein d'autres mots, la portabilité pour les données personnelles, peu importe. La technique, c'est jamais d'ailleurs un vrai problème, mais pour que ces données, elles soient vraiment détachées, j'évoquais le mot tout à l'heure, détachées de l'outil qui les produit, qui les gère, à qui on les confie, la collectivité, elle a un vrai rôle, un rôle de tiers de confiance, et puis d'imposer elle-même ses standards. Et je crois qu'il y a la collectivité, pour ses citoyens, elle a tout intérêt à être à l'initiative de certains standards de données. Pour revenir sur les données personnelles, juste quelques mots. Effectivement, on a l'obligation de retraiter en fait les données, de les anonymiser. C'est un traitement qui est imposé de façon réglementairement. Et on ne peut pas libérer évidemment une donnée personnelle. Supprimer dans les données toutes données à caractère personnel. Voilà, caractère personnel, tout ce qui pourrait, voilà, même une plaque d'immatriculation, quelque part, c'est aussi un identifiant. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc ça, il y a des règles. Voilà. Des règles, et donc il faut traiter le jeu de données pour anonymiser, faire qu'on n'ait pas de données identifiantes qui puissent être comme ça mises sur Internet à la disposition de tous. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, nous, les collectivités, alors ça fait partie de la stratégie numérique de La Rochelle, on conçoit aussi toutes nos applications pour qu'elles soient ce qu'on appelle privacy by design, c'est-à-dire qu'on conçoit dès la conception du logiciel le fait qu'on préserve la vie privée et la confidentialité des données, notamment personnelles, directement au sein des applications, pour éviter aussi les problématiques de sécurité liées aux fuites d'informations, comme on peut le voir. C'est pas parce qu'on a des open data qui sont anonymisés que nos systèmes ne sont pas forcément étanches. Une autre question ? Monsieur. Oui, bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, pardon, excusez-moi. Alessandro Palomba, j'habite la ville de La Rochelle et je travaille à l'université de La Rochelle. Bonjour, chers collègues.
Entre l'ouverture des données, les systèmes de cryptographie qui s'améliorent, peut-être vous pourrez nous expliquer un petit peu après ce qu'est le blockchain. En combien de temps ça pourrait être révolutionnaire au sens premier du terme, et donc de ça, quelle fracture numérique vous envisagez? Et oui, excusez-moi, oui, c'était ça qui m'intéressait, c'était en combien de temps vous pensez que l'alliance de l'ouverture des données et l'amélioration des cryptographies pourra avoir un impact, voilà. Et si je peux exagérer une toute petite chose, quel besoin d'investissement comme ce genre d'application que le citoyen Rochelet a créé, et si les individus ne le font pas naturellement, même si je pense que ça va se faire, par rapport aux entreprises qui peuvent investir, elles, qui ont une capacité d'investissement supérieure. Enfin voilà, votre avis sur ça. Merci. Bon. Alors, Pour répondre sur les 2 dernières questions, parce que celles d'avant, je les ai oubliées. Non. Pardon. vous pouvez décoder la blockchain, par exemple? Déjà, Oui. commencer par là, la Alors, blockchain. Peut-être plutôt le côté chercheur, je pense que voilà. Ça va être- La blockchain. Donc peut-être faut expliquer Une dans définition la salle, simple. ce que c'est que la blockchain. Donc la blockchain, c'est un système qui a démarré dans les années 2006. C'est un système distribué où on va simplifier, Oui. on peut avoir des transactions, on va dire, pour simplifier. On peut dire qu'on fait des mouvements en disant X, telle personne, envoie tant d'argent à telle autre personne, sauf que la personne X, on ne sait pas qui c'est, la personne Y, on ne sait pas qui c'est, seulement celles qui envoient l'argent et celles qui reçoivent savent. Mais tout le reste est ouvert. Donc blockchain, c'est un système de transaction qui est visible sur Internet. On peut vérifier que la transaction a eu lieu. Et aujourd'hui, donc c'est une sorte de grand livre de compte, on va dire pour simplifier, un énorme livre de compte que tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir tous les mouvements, mais on ne sait pas Entre d'où qui et il vient, qui? d'où il vient et où il va. Sauf que quelqu'un peut dire il va à moi, et on peut vérifier que c'est bien à lui que ça va. Et donc, dans cette espèce de grand livre de compte, au début, on a fait Bitcoin, qui est une sorte de... c'est de l'argent qui est échangé, une sorte d'argent. Mais en fait, on peut faire énormément d'autres choses, des contrats. On peut faire des contrats. On peut dire que l'université de La Rochelle a donné un diplôme à telle personne. Et comme c'est distribué au niveau mondial et qu'on ne peut pas revenir en arrière, on peut l'utiliser pour valider des choses comme un contrat ou une transaction. Et tout le monde peut vérifier que la transaction a bien eu lieu à tel moment et par telle personne, si la personne dit que c'est elle qui a bien fait la transaction. Et donc l'Université de La Rochelle peut dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait parce que le numéro qui est à gauche, là, c'est l'adresse, et ben, je la possède et je prouve que c'est moi qui la possède parce qu'il y a un système de cryptographie qui permet de le prouver. Donc c'est un truc nouveau, le blockchain. Et pour tout vous dire, les chercheurs sont en train de s'exciter dessus parce qu'on peut faire énormément de choses. On ne sait même pas quelle est la limite de cette blockchain. Alors, mais Alors, c'est très en avance. Donc aujourd'hui, on l'utilise pour faire des échanges d'argent avec Bitcoin. Et c'est un argent... Il n'est pas virtuel, il est réel parce qu'on peut le convertir en euros ou en dollars. Mais il y a des tas de choses qui se passent sur la blockchain de Bitcoin. sans passer par les banques. Sans passer par les banques du tout. Et donc, il se passe plein de choses, vous imaginez. Et on ne sait pas quoi. Donc là, j'y travaille pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Parce que personne ne sait ce qui s'y passe, en fait. Personne ne sait ce qui s'y passe. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'universités, par exemple, décident de valider les diplômes sur la blockchain. Autrement dit, personne ne pourra plus dire « j'ai un diplôme » et avec un petit papier qu'il aura fait grâce à son Photoshop favori. Ce sera sur Internet. Ce sera validable, vérifiable. Et on pourra prouver que c'est bien notre diplôme. N'importe qui pourra vérifier qu'il s'agit bien de telle université qui a donné tel diplôme à telle autre personne à tel moment et que ça n'a pas été un faux Alors, diplôme. si j'ai bien compris la question, parce que bon, on essayait d'expliquer blockchain, c'était vous parliez de la sécurité des données. Alors, voilà. Et- Voilà. Donc la blockchain peut servir à plein de choses, en particulier à valider des informations. Donc on pourrait, si on voulait valider l'information pour qu'elle ne soit plus niable, on pourrait dire telle voiture a été garée ici, à tel moment, et je le mets sur la blockchain, et à partir de là, tout le monde peut vérifier ad vitam aeternam que telle voiture a été garée ici à tel moment. Voilà. Telle personne a assisté à tel événement, ou telle personne a participé à telle réunion de quelque chose. Peut-être pour simplifier, c'est tout événement qui a besoin à un moment donné d'une preuve.
et qui N'importe soit quoi qui a besoin d'une preuve peut être mis immuable, sur la quoi. Enfin, je blockchain. veux dire, qui est, voilà, Absolument, et vérifiable. qui est à tout gravé moment. dans l'éternité. Ah, bien sûr, on peut se passer des notaires, on peut se passer de plein de choses. Donc après, voilà, c'est une nouvelle chose, c'est une perspective qui est extrêmement impressionnante et intéressante. Mais je vais résumer. Et donc c'est super intéressant. Et même les chercheurs s'excitent autour parce qu'on ne connaît pas les limites de ce qu'on peut faire avec les blockchains. Il y a plusieurs blockchains pour tout vous dire. Donc voilà, alors en termes de données publiques, on peut valider. On peut valider des informations pour qu'on puisse certifier que quelque chose s'est passé en le mettant sur la blockchain. Voilà, c'est ça. Alors, après, le lien avec données publiques. On peut valider des données publiques. Bon. Enfin, on ne peut pas nier que ça a été le cas. Donc on peut dire, on a bien publié, si c'est légal, on a bien publié tel compte-rendu du conseil d'administration de telle société ou bien telle réunion. Et donc on peut tout valider. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'informations, on le voit bien sur Internet, hein, alors des informations, ça explose. Après, est-ce que c'est la bonne information? Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est utilisable? Et je pense que vous disiez que les collectivités, en tout cas les institutions, à un moment donné, elles peuvent jouer ce rôle un peu de garant. D'abord, celles dont vous disposez, c'est vous qui les produisez, donc a priori, vous en êtes le garant. Voilà, il y a cette question quand même de la confiance qui est importante dans la donnée publique. Monsieur. Et après, monsieur. Oui. Alors, ce sont les deux dernières questions, parce que, comme vous le savez, après, on a des ateliers auxquels vous allez pouvoir participer activement. Voilà, donc on est... Voilà, monsieur. Oui. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Patrick Simon. Je suis dirigeant d'une entreprise, une start-up qui est basée à La Rochelle. Et on travaille justement sur tout ce qui est Smart Cities et Smart Building. Moi, j'avais une question aujourd'hui. Donc, vous êtes des producteurs, enfin, je parle de collectivité, donc vous êtes des producteurs de données, vous les garantissez. Aujourd'hui, comment vous allez garantir la véracité de l'information liée à vos données? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il va y avoir des sociétés qui vont développer un certain nombre d'applications, qui vont utiliser ces données. Et après, pour des raisons X ou Y, elles peuvent être soit altérées, soit détournées, fausses, ou détournées. Donc là, est-ce qu'il y a un médiateur derrière qui vient, qui observe l'usage de ces informations liées aux données? Comment ça se passe? Alors déjà, la première chose, c'est que quand on libère des données, c'est qu'on n'a pas la maîtrise sur les données. Alors c'est vrai que chaque collectivité, quand on libère des données, c'est-à-dire on les libère avec un contrat de licence. Il y a différents types de licences qui existent, des licences libres, c'est un peu comme les logiciels libres. Il y a un certain nombre de règles à respecter dans l'utilisation, la réutilisation des données. Donc chaque Open Data a choisi un type de licence. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il y a des licences qui permettent de faire certaines choses et pas forcément d'autres. Donc il y a déjà ces principes-là juridiques qu'il convient de respecter, mais c'est vrai que les licences qui sont souvent choisies, c'est des licences qui permettent de faire quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut revendre la donnée, on peut la retravailler, on peut faire tout un tas de choses. C'est pas forcément limitant. La problématique pour nous, les collectivités, quand on est amené en fait à libérer des données, c'est qu'on ne peut pas mesurer et voir tous les cas de réutilisation qui sont proposés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la donnée, on la met à disposition et l'utilisation peut nous échapper. Moi, on a découvert avec mon équipe, au bout de 3-4 ans, qu'il y avait une donnée qui avait été utilisée par Veolia pour faire des études et un prototype, et on l'a su que bien des années après. Donc on ne mesure pas tout le potentiel et toute la réalité des utilisations qui sont faites, soit en téléchargement, avec des utilisations a posteriori, soit des utilisations un peu en temps réel. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'a pas, après dans la conception des données, on fait bien attention, nous, à bien justement renseigner ce qu'on appelle les métadonnées, ce que Nathalie évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on va vérifier la qualité de nos données. Après, ce qui en est fait derrière, c'est la responsabilité des réutilisateurs, quelque part. Mais au moins, quand on publie un jeu de données sur nos sites, on va s'assurer que toutes les métadonnées, donc les informations sur les données qui vont la qualifier, donc qui vont qualifier sa qualité, de quand elle date, qui est le producteur, quelle est sa précision, quelle est son exhaustivité, quelle est en gros sa qualité. Et on pourra dire dans les métadonnées, ce jeu de données, on le met, mais il n'est pas forcément très qualitatif sur tel ou tel point. Le but, c'est d'être transparent. Et d'être en gros le plus précis possible sur le niveau de précision, le niveau de qualité de cette donnée-là, pour qu'ensuite le réutilisateur ait pleinement conscience de ce qu'il a entre les mains et l'usager derrière, in fine également. Voilà. J'apporterai juste un petit complément.
complètement d'accord avec David. C'est vraiment c'est l'opportunité de l'open data. C'est-à-dire, dès lors que l'on ouvre, grâce aux métadonnées, on sait quelle est la qualité de la donnée qui est ouverte, et on espère qu'un certain nombre d'acteurs vont s'en emparer, et c'est le propre de l'open data. On ne sait pas forcément comment. En revanche, donc nous, ce que l'on a mis en place à la métropole, pour des données à haute valeur ajoutée, comme le temps réel, ou des données qui nous sont confiées par des tiers, notamment des acteurs privés, on a développé une licence propre à notre territoire qui oblige l'utilisateur de la donnée, malgré le fait qu'elle soit gratuite, utilisable commercialement, etc., donc une grande liberté d'usage. On demande à l'utilisateur de s'authentifier, donc on sait qui il est, ce qu'il va faire avec la donnée. Et ce que l'on attend en retour, c'est que cet usage soit cohérent avec les politiques publiques menées par la collectivité, et bien sûr dans le respect de l'intérêt général. Et donc ça, c'est une licence qui existe. Cette licence, en fait, elle est remise en question par un certain nombre de lois. Les dernières lois, c'est un peu le paradoxe de certaines lois, mais peu importe, c'est pas du tout un problème. On va rentrer dans une démarche d'homologation par l'État de cette licence, qui est vraiment propre à notre territoire, et qui a montré son bénéfice. Et on a quelques exemples qui ont montré que pour des usages... Alors je dirais qu'un exemple, parce qu'en général, la donnée, elle est utilisée, et elle est utilisée pour le bien commun souvent, parce que si on l'utilise mal, si on fournit une mauvaise information, l'application disparaît, elle n'est pas utilisée. Donc en fait, qui fait la loi par rapport à une application qui donnerait une mauvaise information ? C'est l'usager, c'est le citoyen. Donc c'est assez naturel en fait. Il y a seules les applications qui vont rendre un vrai service vont perdurer. Donc j'ai juste un petit commentaire par rapport à ça. C'est Etalab, dans leur système de diffusion d'open data, ils ont aussi ils offrent la possibilité à des gens de mettre des annotations. Et donc, si vous chargez des données et que vous constatez que ces données ont des problèmes, et ces problèmes sont parfois totalement inconnus même de la personne qui les produit, en fait, vous pouvez le mettre sur les commentaires ou sur les champs de Etalab, ce qui fait qu'en fait, il y a des informations qui peuvent être renvoyées sur la partie open data pour dire dans tel endroit, les capteurs de pollution n'ont pas fonctionné parce qu'ils sont à des valeurs très basses, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, pour annoter les données. Donc je pense qu'il y a, peut-être pas partout, je ne sais pas si c'est le cas à La Rochelle, mais en tout cas, sur le site d'Etalab, il y a la possibilité d'annoter des données quand elles sont bruitées ou des erreurs aussi. J'ai besoin d'un souffleur en fait, comme au théâtre. Oui, effectivement, on a eu des retours, nous, c'est juste un partage d'expérience. Je parlais tout à l'heure de l'application parking. Il y a un parking qui a ouvert à La Rochelle, et puis un nouveau parking. C'est-à-dire qu'on avait un particulier qui avait développé une application, et puis effectivement, on s'est remonté sur la plateforme que l'application du particulier n'était pas à jour, parce qu'il y avait un nouveau parking qui avait ouvert. Et donc l'information, effectivement, a bien circulé jusqu'à l'origine donc du créateur de l'application, qui a d'ailleurs fait les modifications nécessaires, etc. Donc ce qui est important de mettre en œuvre, c'est bien cette circulation de l'information et de mettre en relation à la fois le producteur de la donnée, celui qui va la réutiliser, et l'utilisateur final. Et ça, c'est un travail d'animation quotidien. Et on voit bien qu'on est finalement dans des projets aussi de plus en plus dans les open data, en tout cas c'est la tendance, ce qu'on appelle de crowdsourcing, donc de faire en sorte en fait que la donnée, ce ne soit pas simplement le producteur institutionnel, c'est-à-dire la mairie de La Rochelle qui met à jour une donnée ou qui libère une donnée sur les bancs publics, mais de faire en sorte, par exemple les bancs publics ou les poubelles ou je ne sais pas quoi, mais que ce soit aussi le citoyen, le particulier qui enrichisse cette donnée-là, pas que par des commentaires, mais aussi par de la production de données. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus légion, et finalement c'est un peu le système un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui met à jour des contenus sur ces sites collaboratifs, c'est toute une communauté et tout un chacun peut le faire. Et on est plus on est nombreux, finalement, plus l'information est fiable et plus elle est riche. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une démarche qu'on avait eue quand il y a eu la première application sur Open Data de La Rochelle, c'est l'application Handicarto, où on a libéré en fait les données qui concernent l'accessibilité
de notre territoire, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, donc à la fois dans les bâtiments, à la fois sur la voirie, etc. Enfin, voilà. Donc il y avait des jeux de données sur ça, les feux qui parlaient, en gros pour les aveugles, les trottoirs qui étaient surbaissés pour les fauteuils, etc. On a libéré ces jeux de données-là. Il y a une application qui a été créée, et une application notamment qui permettait de faire remonter à l'administration, à la ville, les endroits où finalement la ville n'était pas accessible. C'est-à-dire là c'est pas accessible sur tel trottoir ou ce bâtiment public n'est pas accessible, ce serait bien de le faire. Donc c'est ça aussi la logique d'ouverture des données, c'est de favoriser cette remontée d'informations, l'appropriation du territoire par le citoyen, et puis de faire en sorte que ça contribue finalement à l'amélioration du cadre de vie, clairement. Si je peux juste rajouter quelque chose qui permettrait de répondre à la deuxième question auquel on n'a pas répondu, donc du collègue de l'Université de La Rochelle, c'est que là, David vient de parler de l'application Handicarto, il vient de parler de l'application des parkings qui a été développée par un citoyen, et vous aviez posé la question concernant comment tout un chacun pouvait venir concurrencer des grands groupes. Eh bien au contraire, c'est plutôt les grands groupes qui ont à se faire des soucis, parce que l'innovation sort toujours d'individus un peu fous, que personne n'écoute, mais qui derrière vendent leur entreprise. Et c'est des vrais cas, $1 milliard à des grands groupes au final. Donc Handicarto, par exemple, pour vous montrer la simplicité de la chose, a été développé par un groupe de 4 étudiants de la licence professionnelle SIG de l'Université de La Rochelle, dans le cadre d'un projet tutoré, c'est-à-dire même pas d'un stage, mais d'un projet pendant leurs études. Je vais donner un deuxième exemple, sinon ma collègue qui est assise là-bas, qui essaie de se cacher, va m'en vouloir. C'est que l'application également dont a parlé David sur les restaurants scolaires, pour venir interpréter donc les différents éléments qu'il y a, et qui après va afficher ça sur des pages web, voire sur des applications mobiles, a également été développé par des étudiants dans un cadre de projet tutoré, donc en l'occurrence la licence professionnelle IRM. Donc c'est la possibilité déjà des étudiants de niveau Bac plus 3 en cours de formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un Bac plus 2, en tout début de formation, ils peuvent déjà eux-mêmes développer des choses pour venir utiliser ces open data et offrir des applications. Donc c'est vraiment à la disponibilité d'individus et non pas nécessairement à des grands groupes pour répondre à ce genre de challenge. D'où le fait que je crois dur comme fer que le hackathon qu'on va avoir les 22 et 23, c'est bien le 22 et le 23 mars, je ne me trompe pas. Oui, ouf, les 22 et 23 mars prochains peut être une réussite avec des personnes, citoyens qui peuvent avoir une idée, des étudiants de différentes formations, des développeurs d'entreprises, des professionnels du numérique qui pourront se réunir et faire des choses. Allez, une dernière question. Alors, Daniel Coissard, Bourgogne. Alors, si je comprends bien, la donnée, c'est le nouvel or noir, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un outil pour la transparence, comme vous l'avez dit, et lutter contre la corruption ? Un exemple, alors je ne sais pas si j'ai des exemples très précis, parce qu'on est à chaud, on est en direct. Les marchés publics, on va être sur un jeu de données qui est standard dans beaucoup d'open data. On a l'habitude, collectivité, parce que là aussi c'est très normé, très réglementé l'achat public au sein de nos collectivités, de publier la liste de nos marchés, des attributaires des marchés, des montants des marchés notamment. Et donc ça permet à n'importe quel citoyen, s'il veut retraiter des données, de voir des consolidations et de voir si la commande pour tel prestataire a été faite dans le cadre d'un marché, si ça a été fait hors marché, donc de croiser ça avec d'autres données sur le budget. Et donc ces informations effectivement permettent de quelque part s'approprier aussi et puis de vérifier quelque part la bonne exécution des services publics. Je vais prendre pas forcément, c'est pas un exemple de corruption, je vais pas aller jusque là, mais quand l'Assemblée nationale a publié aussi toutes ces données sur la transparence donc les jetons de présence des députés à l'Assemblée nationale, c'est aussi une logique de transparence d'action publique qui peut se dire est-ce que je suis bien représenté au sein de l'hémicycle ou pas. Donc oui, c'est un vrai outil de démocratie en fait, et c'est là aujourd'hui la dimension quelque part un peu ultime sur laquelle il faut aboutir et travailler. Et c'est pour ça que maintenant il faut mettre les bouchées doubles avec les citoyens, les usagers pour avancer et leur faire connaître finalement ces systèmes-là. Alors, bonne transition, puisqu'on parle de mettre les bouchées doubles. Ce que je vous propose, c'est qu'on stoppe cette première partie qui était importante. J'espère qu'elle vous a donné un peu plus d'informations, qu'on la partage. Et donc, on va mettre les bouchées doubles, puisqu'en fait, on parle bien de mettre en place 2 ateliers
Alors peut-être vous allez nous expliquer comment ça va Oui. se passer. Alors, sur ma gauche, donc sur votre droite, l'atelier donc, que je vais animer sur les données pour quels usages. Donc, en gros, l'objectif de cet atelier, ça va être de savoir quels sont vos besoins et quels sont les services numériques que vous voulez imaginer demain. Et donc, pour qu'il y ait un service, il faut les donner avec. Et donc, on va essayer de savoir un peu voilà, où vous voulez aller et qu'est-ce que vous auriez besoin dans le cadre de chacun de vos activités ou de vos besoins à titre personnel. Voilà, ça ce sera avec moi sur la gauche et donc à ma droite, donc sur votre gauche. Voilà. C'est pas facile. Hein. L'atelier donc numéro 2 qui va être donc avec monsieur Jean-Daniel Fequette et puis Virginie qui va travailler plus sur la data visualisation. Voilà. Ouais, donc là, le deuxième atelier, c'est plus sur l'information qu'on peut tirer des données, puisqu'aujourd'hui la ville de La Rochelle propose ces données, mais propose pas vraiment de méthode de pouvoir les utiliser simplement. Et donc la question qui va vous être posée, c'est quels seraient les usages les plus évidents que vous verriez de ces données et comment vous voudriez qu'elles soient représentées pour qu'elles soient utilisables par le plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Donc l'enjeu de cet atelier qui est très important, puisqu'il va préfigurer du hackathon qu'on organise donc, le 22 et 23 mars. Un hackathon, c'est un concours de développement informatique, 28 heures chrono, donc nuit et jour, où des équipes de développeurs se rencontrent et vont se challenger quelque part pour développer un prototype de logiciel justement de visualisation de données. Parce que comme le disait Jean-Daniel, notre open data aujourd'hui, il est plutôt technique. Il faut pouvoir télécharger de l'application, il faut se connecter avec des outils logiciels pour faire développer des applications. Pour qu'ils soient utilisés par les citoyens, tout à chacun, il va falloir lui mettre dessus un outil de visualisation de données. Et donc l'enjeu de cet atelier, c'est aussi on va pas parler de spécification, mais de décrire un peu les besoins de manipulation de données pour que derrière on puisse faire un cahier des charges aux développeurs, à leur dire voilà notre outil de visualisation qu'on veut dans notre open data, ce sera un logiciel qui sera aussi réutilisable dans d'autres collectivités. Et donc le point de départ de ce hackathon, en fait, c'est ce soir. Voilà. Alors, pratiquement, comment ça se passe? Donc 2 ateliers, chacun s'inscrit ou va C'est libre. Vous tournez les chaises d'un côté et de l'autre, et puis on fait ça... voilà, du mieux possible. Il y avait une petite feuille dans vos pochettes pour ceux qui voudront, parce que le jury qui va sélectionner le prototype lors du hackathon, il va être représenté évidemment par des universitaires, des chercheurs, des gens de la société civile aussi. Et donc on aura un tirage au sort de quelques personnes de la société civile. Et donc si vous voulez être dans le jury qui va sélectionner le prototype, il y aura un ministre qui sera présent, c'est monsieur Jean-Vincent Placé qui sera là pour... inaugurer et remettre le prix, notamment parce qu'il y a 20 000 € de dotation à l'équipe gagnante qui va développer le logiciel et le finir pour nous. Et oui, 20 000 € pour développer ce logiciel et l'implémenter sur notre open data. Et donc l'objectif, c'est bien de sélectionner le meilleur prototype. Donc si vous voulez faire partie du jury, laissez-nous votre autographe. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Vous pouvez vous répartir selon l'atelier qui vous convient le plus, sur lequel vous pouvez contribuer. Et puis on vous propose de rester après les ateliers pour ne pas se quitter sans prendre un verre autour d'un petit cocktail qui vous avait préparé.